Émission 796. Cette semaine, Joe Dead and the Graven Image. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, Mystérieux Étonnant. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? Même les bidets. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres volent pas toujours haut, mais aspirent à de l'altitude. Je vous les présente à l'instant. Le premier était préalablement dans les X-Men. Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Hello. As-tu poursuivi tes lectures des X-Men? Ah, toujours. J'ai vu que sur ton Instagram, tu étais en train de t'acheter du bon shit. T'es-tu tombé dans une espèce de fixation pour les figurines des X-Men? Ah, j'ai mis ça sur l'Instagram, mais... oui. Ou sur le Discord des Mystérieux, je pense. Ouais, c'est plus là, mais tranquillement, Excusez, je digère mon repas. Tranquillement, j'achète des petites figurines là, de Marvel Legends, des X-Men. C'est juste que, tu sais, ça finit plus. Ça coûte cher, à un moment donné, oui. Ces figurines-là. Après un certain temps, là, le prix augmente, puis t'es comme, OK. Oui, je sais. Fuck it, Apocalypse, là, je vais attendre. Il est beau, par exemple, Apocalypse de Marvel Legends. Je l'ai vu. Il est nice en crime, là. Il est très, très beau. Le derrière a toute une plume. Gauthier Langevin est avec nous. Salut, Gauthier. Bonjour, Benoît. Merci d'être là. Gauthier, je sais que tu es en lendemain de veille. Ouais, j'ai pas... ça va être des nouvelles un petit peu moins préparées, mais j'en profite pour vous souhaiter une bonne journée internationale des travailleurs-travailleuses. Yes. Pour célébrer la journée internationale des travailleurs-travailleuses, n'oubliez pas de voler votre patron aujourd'hui. Ah, avez-vous volé votre patron aujourd'hui? C'est ça. Ça peut être un petit vol, là, un vol à la hauteur de l'exploitation que vous subissez. Là. Si vous trouvez que vous êtes bien payé, peut-être juste voler genre un paquet de post-it. Si jamais un Sharpie. Vous trouvez que votre patron vous exploite beaucoup, voler son char. Ouais, ça c'est une autre... mais ça, vous risquez de vous mettre dans le trouble par contre. Là. Moi, je propose pas ça. Là. Non. Les propos de Gauthier ne reflètent pas nécessairement les opinions des Mystérieux Étonnants. C'est ça, je vous le dis tout de suite en partant, c'est ça. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du quiet quitting, Gauthier, comme phénomène sociétal post-pandémique, même si on est encore dans la pandémie? Je trouve que ça nous C'est très Keb. Ça ressemble tellement, genre, c'est tellement nous. Là. Puis tu sais, comme pas juste les Keb, mais aussi notre génération. Là. De comme, tu sais, juste faire le minimum, puis de s'en calisser un peu, mais surtout pas brasser de marde, tu sais. Ouais. Surtout pas genre... Mais je comprends la logique derrière. T'es comme, tu sais, je me ferais pas chier plus que je me fais chier déjà là. Fait que, à quoi bon? À quoi bon quand tu peux être mis dehors à la porte sans préavis? C'est ça, puis toucher ton petit chèque de paye, puis... C'est ça. Mais, tu sais, ça dépend toujours. T'es quel genre d'employé? T'es-tu un employé qui se réalise à travers son travail ou bien t'es juste là parce que tu veux le cash puis que t'as comme plein d'autres affaires autour dans ta vie qui te remplissent? Je pense que si tu me poses la question à moi, la question je déjà... je posais la question au public en général. Je connais déjà la réponse en tant que mon cher ami. Oui, je sais. Pas 17 ans que je fais un podcast parce que je m'accomplis dans mon travail. Quoique la réponse est B. B comme Benoît. B comme Benoît. Mais oui, c'est vrai. Hey, en parlant de 17 ans, cette semaine, c'est le 796e épisode des Mystérieux Étonnants. Et là, j'ai la chance de pouvoir vous parler de ce qui s'en vient sans subtilité. Sans sous-entendu, mais certains d'entre vous avaient déjà compris ce qui s'en venait. Ça va être la 800e des Mystérieux. Donc, et ce qui est le fun avec la 800e des Mystérieux Étonnants, c'est qu'elle concorde avec le Festival BD de Montréal, donc le FBDM, et on avait été approché pour faire un show live dans l'édition de cette année. Puis on s'est rendu compte, Colin, la 800e tombe durant. C'est parfait, c'est aligné, man. Les Mayas l'avaient prédit. Non, mais c'était déjà prévu dès le premier épisode. J'avais calculé, je m'étais dit, check bien ça, Ben, dans 7 ans, il y a un festival de BD qui va être fondé à Montréal, après le Comic-Con, puis 7 ans après, tu vas avoir encore 3 ans à attendre pour avoir la 800e. C'est exactement ce que je me suis dit, Simon. Exactement. C'est ce que je pense. T'étais là dans le temps en plus. Tu es témoin de tout ça. Donc ça s'en vient. La 800e des Mystérieux Étonnants dans le cadre du FBDM. Ça va se passer le vendredi 26 mai
à 21h à Montréal, au Patrovis, c'est O-P-A-T-R-O-S-V-Y-S, le 356 Montréal-Est. Les billets ne sont pas encore en vente. Ils le seront en ligne et à la porte. Je vous invite à acheter, quand ce sera l'occasion, votre billet en ligne parce que ça risque de partir quand même assez vite. Premier show live, on l'espère. Oui, pour vrai, je touche du bois en disant ça, là, mais je vais la hyper. Oui, c'est très stressant. Pour vrai, je suis stressé. S'il y a 30 personnes, je vais être content, mais ça va me faire chier un peu. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait de show live en bonne et due forme. Ça va être la première fois qu'on fait un show live depuis... on a fait dans les parcs, des genres de shows, disons, plus ou moins legit, mais devant public, toute la gang au complet réunie. Ça va être la première fois en 3 ans. Donc, on espère que vous allez être au rendez-vous. Une fois que les billets vont être disponibles pour être achetés en ligne, je vais partager le lien partout. Donc, sur Instagram, sur le Facebook des Mystérieux Étonnants, sur l'event l'event Facebook des Mystérieux Étonnants, partout. Et sur le Discord des Mystérieux aussi. Donc, ça va être, je crois, c'est 12 $ à la porte. Et en ligne, c'est sensiblement le même prix. Mais inquiétez-vous pas, je vais le plugger. Donc, réservez votre gardienne. Hein, parce que c'est peut-être, je sais pas, mais c'est peut-être la dernière fois qu'on va tout être le live. On sait pas. C'est toujours peut-être notre dernière journée. Hein? Exactement. Chaque jour est un cadeau. Donc, ça s'en vient le vendredi 26 mai, 21h au Patrovis, 356 Montréal-Est. Regardez, gardez un œil sur les médias sociaux des Mystérieux Étonnants pour la vente des billets en ligne et à la porte. Voilà. C'est ça. Êtes-vous excités, les gars? Moi, je suis quand même fébrile. Oui, fébrile est un bon adjectif. Oui, fébrile, c'est ça. Excité, à la place de dire stressé, il faut dire excité. Je suis très excité. Ouais. Mm-hmm. On me demande la question en ligne, est-ce qu'il y a priorité au Patreon? Et on m'a déjà posé la question aussi, est-ce que les Patreons vont avoir accès à la vente de billets à l'avance? La réalité, c'est que pour l'organisation de la 800e, on fait ça avec le BDM et c'est eux qui se chargent une bonne partie de l'organisation. Moi, personnellement, ça fait mon affaire parce que ça paraît pas, mais c'est quand même pas mal de job et de coordination. Donc, il n'y aura pas de pré-vente ou de prix spécial. En même temps, je me dis c'est la première fois depuis 3 ans qu'on fait un show live. Fait que j'espère que vous allez nous pardonner, mais non, malheureusement, il n'y aura pas de... Pour l'instant, là, j'attends que la plateforme soit mise en ligne pour pouvoir l'annoncer à tout le monde. Mais si vous voulez, vous allez peut-être avoir des minutes d'avance. Je vais l'annoncer sur le Discord puis le Patreon en même temps. Puis après les médias sociaux. C'est bon? On va faire ça. Ça va être ça le deal. Vous allez avoir quelques minutes d'avance, pas tant que ça en même temps. Alors, grouillez-vous. J'essaie de faire un hype, vous comprenez? Là? J'essaie de... Oui, ça marche. Exact. Ça marche. Bon, c'est ça. Hype. Bien hâte de faire ça. Commençons avec notre ami Simon Chény qui porte un beau T-shirt orange cette semaine. C'est un coton boité. Mais il est très beau. Oui, c'est ça. Ça donne envie de manger de la crème glacée à l'orange. Oui, c'est vrai. Oui. Un parfait. Un yogourt glacé. Un petit parfait. Est-ce que le popsicle avec la crème glacée dedans? Oui, c'est ça, c'est cette couleur-là. C'est exactement ça pour ceux qui ne nous ont pas en vidéo. Avez-vous eu l'impression que les sorbets, c'est les fraîchis de la crème glacée? Ben oui, c'est les snobs. C'est les snobs, hein? Ben oui. T'as comme le papier. Si tu veux être encore plus snob, t'appelles ça un granité. Un granité? Ouais, même crise d'affaires. C'est juste l'air plus graine en disant ça. Exactement. Bon, moi, je pense que venant de la classe moyenne, je voyais le sorbet comme étant de la haute, la classe plus en haut de moi. Moi, je pensais pas que j'avais vraiment le droit. Ouais, puis... Le sorbet, il roule en Tesla, genre. Exactement. Mais quand tu y goûtes, t'es comme moi, mais c'est comme la crème glacée. Je suis supposé aimer ça plus. Moi, c'est une question que je me disais là, quand j'étais jeune. Là. Je me posais moi-même cette question-là. Parce que c'était comme la crème glacée, le yogourt puis le sorbet. Ouais, on dirait aussi que ça essaie de te faire croire que c'est santé. Mm-hmm. Ouais, parce qu'il n'y a pas de gras. Ouais, c'est ça. Moins de gras. C'est ça, ouais, mais quand même. Ouais. Bon, là, Étienne Cormier dit que c'est pas la même chose, un sorbet puis un granité. Je suis désolé, c'est la même astuce d'affaire. C'est de l'eau puis... c'est de l'eau puis du lait, du sucre. Vas-y donc, Simon. Je vais vous faire les sorties Blu-ray de la semaine. De la semaine. Non. Ah, ouais, comme ça, j'aurais pu mettre un 20$ là-dessus. T'aurais pu, je l'ai pas fait. Imagine si je l'avais pas fait. Là, par exemple, il n'y avait pas grand-chose cette semaine, fait que j'étais allé fouiller un peu pour la prochaine semaine. Sure. Est-ce que tu sais... On va te le pardonner. On fait ça des fois. On n'a pas le choix. Ouais. Donc, un film de 1980 qui s'appelle Toxic Zombies. Qui est édité par Massacre Video. C'est comme un spin-off de Toxic le Ravageur? Non.
Non, c'est juste un spin-off de zombies et de toxicité. Toxicité, de genre, tu sais, genre, le zombie est toxique ou il y a des propos haineux? Un zombie, d'habitude, ça parle pas. Ouais. Fait que ça devrait être correct, mais peut-être que c'est pas des zombies qu'il y a dans le film vraiment, mais c'est juste une façon de dire que tous les gens qui sont toxiques sont un peu des zombies. Est-ce que l'homme serait un monstre pour l'homme? Est-ce que imagine, le loup est une peau un qu'on homme achète pour le loup? avant de l'avoir vendu? Ben, s'il roule, il amasse pas mousse, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Fait que donc, les zombies toxiques. Oui, donc voici le Google Translate. Après que les cultures de drogue aient été pulvérisées avec un produit chimique par un avion qui passait, les producteurs de la culture sont empoisonnés par le produit chimique et se transforment en mutants ressemblant à des zombies. Donc, c'est pour dire que la drogue, c'est mal. oui, et aussi ce n'est pas des zombies, c'est des mutants. Mais ils ressemblent à des zombies. Donc, écoute, il y a une enquête à faire là-dessus. Ouais, mais ouais, d'ailleurs, quand est-ce que tu vas faire la lambada? Là, pour, tantôt. Tantôt, OK. Parce que le Gauthier est là, puis t'es là, fait que c'est parfait. Inquiétez-vous pas, ça va se faire. Nice. Donc, le film est aussi connu sous le nom de Blood Eaters, donc des mangeurs de sang, plutôt, tu sais, du sang, c'est liquide. Ben, tu peux faire du boudin avec du sang. C'est dégueulasse, du boudin. Je sais pas, excusez là, pour les gens à la maison qui aiment le boudin, je suis pas capable. C'est écrit, réalisé et avec un certain Charles McCrown. Et il y a aussi Beverly Shapiro et Dennis Helfand. Et si vous aimez le style de film d'horreur régional, on pourrait dire. L'horreur régionale, comme quoi c'est des bleuets qui t'attaquent, c'est quoi qui est? C'est de ces films qui sont faits de façon très indépendante par des gens qui trouvent une caméra puis qui se filment. Puis il appartient à une communauté, genre? Ouais, c'est ça. Tu sens que c'est comme tous des acteurs d'une école de théâtre là, du coin là, qui sont. C'est comme les local news du cinéma. Là. Exact. Bien vu. Donc, s'il y a ce film-là, souvent, c'est tourné soit en 16 mm ou en vidéo. Puis il y a du gore cheap. Fait que je pense que c'est pour vous. Ouais. Amen. Un autre film totalement différent. Le film Hand of Death de 1976 qui sort chez Arrow Video. C'est un film écrit et réalisé par John Woo. John Woo et mettant en vedette, entre autres, Jackie Chan, Sammo Hung et Yen Bao. Donc, c'est un gros film. Mais ouais, c'est ça. Mais John Woo n'était pas très connu à l'époque. Donc, c'est... j'ai le Google Translate. Ça vous tente du mais on est là. On est tous là. C'est sûr que oui. Puis tu dis que c'est en 76? 76, ouais. Mais il est vieux, John Woo. On a l'impression qu'il est jeune, mais il vient à Montréal l'année passée pour le Festival Fantasia, puis c'est un homme assez âgé. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Là. Jackie Chan, il avait genre 2 ans. Ben, Jackie Chan n'est pas bien jeune non plus. 20 ans, genre. Il est né à peu en près ça. 50, 54. Donc, pendant la dynastie Qing... Quoi? Queen? Je ne sais pas comment le prononcer. King, oui. King, OK. Pendant la dynastie Qing, les disciples de Shaolin sont pourchassés par un puissant guerrier qui veut débarrasser les hommes de Shaolin de la Chine. Classique. Dans un camp d'entraînement éloigné, un groupe de Shaolin s'entraîne ensemble. Leur meilleur élève est chargé d'abattre Xiao Feng et son règne de terreur. Donc, c'est ça. C'est juste... Rien de nouveau sous le soleil qui ne se couche jamais. C'est la prémisse de Super Mario Bros. Là, je veux dire. Mais tu sais, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir... les acteurs. Ouais, les acteurs, mais aussi comment que ça a l'air d'un vieux John Woo. Ouais. Tu sais, en plus, j'ai failli l'écouter en fin de semaine, puis là, j'étais comme, attends, y a-tu un Blu-ray qui sort bien bientôt? Puis là... Hey, tu l'as anticipé, man.
Ben, je me doutais un peu parce qu'il me semble que je l'avais vu là, dans des previews. Puis j'ai bien fait de ne pas l'écouter parce que là, je vais pouvoir attendre le Blu-ray. J'aime imaginer que tu es dans comme une piscine à la Minority Report puis tu anticipes les Blu-ray qui vont sortir dans le futur proche. C'est un précog, mais juste de Blu-ray. C'est le précog le plus inutile. Ben, il va surtout être inutile ce pouvoir-là à partir du moment où on passe à une autre génération de technologie de support. Ouais. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le futur est noir. J'ai froid. C'est drôle, je suis en train d'écouter, je suis en train de lire Ubik, puis voyons, Philippe de Stanley King. Non, de Philippe K. Dick. Puis il y a il parle des précogs aussi. C'est pas juste dans Minority Report qu'il y en a. Non. Il y a d'autres. En tout cas, c'est ça. C'est intéressant. Il y en a dans X-Men aussi. Là. Oui, il y a beaucoup de précogs. C'est vrai. Destiny, c'est un precog depuis l'ère Claremont. C'est ça, c'est comme un trope, finalement. Ouais. C'est pas une invention de M. Dick. Là. Non. M. Dick n'a pas inventé ça, mais ça existait avant, ça, les oracles, ceux qui pouvaient voir le futur dans les feuilles de thé et ces affaires-là. Là. Ouais, c'est ceux qui ont maintenant des Patreons qui font de l'argent avec les conspirations sur Internet. Là. Il y en a pas mal qui font ça, là, de l'astrologie là, sur Twitch. Oui. Moi, je suis désolé là, si ça fait partie de vos croyances, là, mais moi, l'astrologie, là, pas capable. C'est tout, genre, t'as pas d'argument pour soutenir ta thèse? Non, j'ai pas besoin. Non, t'es juste intolérant envers l'astrologie. Je trouve ça idiotique. Genre, il y a du monde dans ma famille il y a du monde qui croit ça, ils disent ouais, mais là... c'est sûr là, ça influence sur nous à des Je suis comme, ben, ta lampe de poche aussi, là, I guess, avec cette logique-là. Ouais. Les radiations créées par ta lampe de poche vont probablement plus t'affecter que l'étoile qui est morte il y a genre 5 milliards d'années à 25 milliards d'années-lumière d'ici. Là. Mais tu sais, au moins, l'astrologie te dit pas, genre, que, tu sais, il faut pas que tu manges de porc, mettons. Ou c'est comme moins pire que la religion. T'sais. Ouais, ben c'est comme un moindre mal. Moi, je pense que c'est la même affaire. C'est juste. Ben oui, mais c'est moins pire. Ça fait moins de dommages. Pas sûr. En tout cas. Fait que les Blu-rays, Simon. Oui, c'est ça. On va attendre notre spécial astrologie pour en parler. Ouais, je vais changer de sujet parce que là. J'ai une autre sortie Blu-ray qui est le film Stone Cold, mettant en vedette Brian Bosworth. Il y a déjà eu un Blu-ray il y a quelques années, mais là, c'est Kino qui sort une nouvelle restauration avec des nouveaux bonus, dont des entrevues avec Brian Bosworth. Brian Bosworth, qui est un ancien joueur de football, qui a fait quelques films d'action, mais ça, c'est son gros film, réalisé par Greg R. Baxley, qui, entre autres, fait Dark Angel avec Dolph Lundgren qui combat un extraterrestre qui fait la revente de drogue avec un disque puis c'est un film de Noël. Ouais, tu dis bon avec un CD, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis il a aussi fait Action Jackson avec Carl Weathers. Oui. Et Stone Cold, je dirais qu'aussi c'est dans la même veine, c'est 791, c'est de la grosse action. C'est un policier qui va undercover dans un gang de motards mené par Lance Henriksen. Et c'est vraiment... Ah oui! Il tue quelqu'un qui meurt avec un coup de moto dans un hélicoptère, c'est ça? Oui, je me souviens de ça. On l'avait écouté. Oui, parce que tous les motards décident de prendre en otage un gros... le palais de justice, en fait, de tirer sur n'importe qui, puis faire exploser des choses. Fait que c'est ça. Si vous aimez les grosses explosions, les scénarios un peu caves, mais tu sais que genre, les bruits de coups de poing, ça sonne comme si, je sais pas moi, tu laissais tomber une grue sur des buildings dans le centre-ville. Genre. Ça fait que c'est des coups de poing. Fait que, je le conseille fortement si vous ne l'avez toujours pas. Est-ce que ça serait juste de dire que ce réalisateur-là fait des films qui sont juste à la limite entre le cheap et l'accompli? Ah ouais. Parce que, tu sais, on s'entend, Action Jackson, c'est pas extrêmement mauvais, mais c'est pas génial non plus. C'est efficace. Mais il est tout le temps sur la ligne. Ouais. Fait que c'est pas vraiment un douteux. C'en est un. Plus proche du zéro. C'en est un. Non, parce que le zéro, c'est plate. C'est ça, zéro, c'est plate. Ouais, ça reste divertissant. Mais fait qu'il est comme... c'est un 3, genre.
Ben, il manquerait juste une cravate pour que son veston soit complet. Tu comprends? Ouais. C'est qu'il est juste à la limite, là, tu sais. Mais il est bien habillé. L'important, c'est est-ce que tu es diverti par le film? Exactement, c'est ça. Et ce film-là est extrêmement divertissant. C'est vrai, ça. Okay. Et ça passe vite et ouais, c'est niaiseux. Sinon, il y a le coffret des 3 films dans la série Tiger Cage qui va sortir chez Shout Factory. C'est 3 films réalisés par Wu Peng Yen, qui a fait entre autres Drunken Master, le premier avec Jack Chan. Il a aussi fait Iron Monkey et la suite de Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny, qui est sorti en 2016. Il n'y a personne qui a vu, en fait, ce film-là. C'est vrai, il y avait une suite. Sur Netflix, hein, ça se peut-tu? Oui, exactement. Netflix, puis les Tiger Cage, ils mettent pas... Dans le cast, la personne la plus connue, c'est Donnie Yen, mais c'est pas lui le personnage principal. Mais c'est lui qui va être sur le poster, parce que c'est ça qui va. Comme Bruce Willis dans ses derniers films. Ouais. Et le seul que j'ai vu dans la trilogie, c'est le premier. Et c'était très bon. Il y a une cascade au début que si le gars il est pas mort, je sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a aucun sens. Tu sais, genre, il tombe en bas d'un pont sur un train, puis là, après, il tombe dans l'eau. Mais genre, il fait un rebound, puis c'est comme, voyons, comment il peut être correct? Donc, c'est ça. Si vous voulez de l'action de Hong Kong, il y a cette trilogie-là qui sort. Moi, c'est déjà commandé. Sinon, il y a aussi, ça c'est une curiosité, moi je l'ai déjà vu, mais je trouve ça drôle que ça sorte en Blu-ray. C'est Terror Vision ça c'est la compagnie qui édite c'est pas un film, c'est le Linnea Quigley, ça c'est le nom de l'actrice, Horror Workout. Non. Donc, tu sais, dans les années 80, c'était très populaire que les vedettes fassent des vidéos d'aérobie et d'exercice. Et là, ben, vu qu'elle, c'est une Scream Queen, Scream Queen, ben, elle en a fait un avec thème horreur. Donc, elle a fait de l'exercice, mais il peut y avoir des genres de zombies à côté, puis des Frankenstein. OK, c'est son nom. Moi, je pensais à Quigley, le chien qui a été interprété par pas Nick Nolte, mais l'autre, là. Oui, Gary Busey. Gary Busey, là. C'est le même nom, mais là, c'est le nom de la fille. C'est pas le petit chien. Okay. Non, c'est ça. Puis, ben, ça sort en Blu-ray. Puis là, j'étais comme tenté parce que c'est quand même un objet comique. Évidemment, l'archiviste en moi serait plus content d'avoir la VHS originale, mais écoute, c'est pas bien grave. Là, je regardais ça, puis là, j'ai déjà commandé un Blu-ray chez Terror Vision. C'est 24,99 US, mais avec le shipping, tu sais, à un moment donné, ça revient quasiment 50$. Fait que je suis comme, est-ce que je veux vraiment ça? Puis là, juste en cherchant un peu, j'ai vu que pour ceux que ça intéresse juste de voir, c'est sur Tubi. Et la version semble être la version soit remasterisée ou je sais pas trop, mais c'est quand même du format vidéo, donc attendez-vous pas à du 4K incroyable, mais ça existe, ça peut se voir facilement. Donc, c'est ça. Mais sinon, pour ceux qui veulent l'objet, ben c'est disponible chez Terror Vision. Je peux te poser une question, Simon? Ah ben vas-y, le Gauthier, vas-y. Ça m'intriguait vraiment. Puis Linnea Quigley, c'est genre une des actrices de Return of the Living Dead. Ouais. C'est celle qui fait un striptease sur un cercueil, là. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont pris pour faire... tu sais, puis genre... parce qu'elle a fait tellement d'autres films aussi, plein de films d'horreur cheap comme ça. Ouais. Des films avec David Descoteaux, là, pis tout. La description, c'est genre « After a nice shower ». Ah, je l'ai. Tu la fasses en français? Ben oui, c'est fucking drôle. Oui. After a nice shower. Ça n'a pas rapport. Après une bonne douche, Linnea fait quelques étirements d'échauffement, puis va courir. Elle rencontre des zombies flasques qui la suivent jusqu'à la maison, où elle les entraîne dans des routines aérobiques au bord de la piscine. Plus tard, elle se détend en invitant des copines à une soirée pyjama et à faire de l'exercice. Quand quelque chose se passe dans la maison, ses amis commencent à avoir un problème d'attrition. OK, je sais pas. Genre Shrinking Head, là? Ou je sais pas. Ah, OK.
OK. Mais tu sais, c'est tellement libidinal, là. C'est Ben oui, genre, elle a pris une douche avant d'aller courir. Tu sais. Oui. Une bonne douche pré-entraînement. Ouais. D'ailleurs, Simon, je te demandais, tu trouves-tu que Tubi, qui est un service gratuit de streaming, est l'expérience qui se rapproche le plus, au niveau même de l'esthétique là, de la plateforme, d'aller dans un club vidéo un peu louche des années 90? Tu sais, en termes de présentation, puis même les films offerts, c'est très film style série B, style douteux des années 90. Ah oui. Tu sais, t'as comme 3 copies là, de films connus, puis après, c'est juste... De la crap. De la crap, ouais. T'en écoutes-tu des fois juste de la crap de Tubi? Non, je les écoute pas sur le site, mais je sais qu'il y a plusieurs films de crap que j'écoute qui se retrouvent là. Ouais. Comme le fameux Matchstick Flame là, que j'ai parlé. Là, le premier, il est là. Le deuxième, je pense qu'il est rendu là aussi. Fait que, c'est ce genre-là. Ouais. Fait que, ouais. Dans le grand sofa, qui est le milieu du divertissement, Tubi, c'est comme la craque où toute la crap se retrouve dedans. Des fois, tu trouves une pièce. Hey, une pièce! Oh, wow, shit! Mais là, t'es comme une pinotte. Une pinotte, ouais, c'est ça. Dernière affaire que je vais vous parler, là, c'est pas une sortie, c'est pas quelque chose qui sort la semaine prochaine, mais ça a été annoncé et ça sort, je crois, en juin. C'est Severin qui sort le gros coffret de Sensual World of Black Emmanuel. Oh, fuck! Et donc, ça, pour ceux qui ne le savent pas, Black Emmanuel, c'est le penchant italien des Emmanuel, mais qui est beaucoup plus... trash. Plus italien, là. Plus italien. Giallo, là. C'est ça. Giallo, snuff film, cannibale, des femmes en prison, des esclaves, des affaires weird, mais aussi un peu d'amour. Un peu de temps en temps. Il y a de l'amour dans ce monde. Ben oui, c'est ça. Et là, l'affaire, c'est que le coffret contient, attention, 21 films de Black Emmanuel. Ouais, c'est une boîte, là. Ouais, oh my God. Ainsi que 2 autres titres, peut-être quelqu'un d'autre, mais qui est comme en lien. Il y a aussi un documentaire sur Joe D'Amato qui a fait beaucoup de films de Black Emmanuel. Et c'est ça. Là, moi, j'ai, dans un élan de... As-tu acheté le Around the World Bundle à 295$? Non, j'ai pas acheté ça, qui est déjà sold out d'ailleurs. Oh my God. Ça venait avec un board game de Black Emmanuel. What? Un travel bag, là, genre un truc qui ressemble à un vieux... un vieux sac? Vieux sac avec un logo d'avion. Pas d'avion, là, mais de Panam. Pensez un peu au look 60. Il y avait aussi... écoute, il y avait une réplique de passeport, t'avais aussi une espèce de truc où, tu sais, les cartons là, où que tu peux changer le linge là, des bonhommes. Ouais. Il y en avait un pour ça, donc mais ça a été déjà sold out. Est-ce que Black Emmanuel, c'est comme un titre, un personnage qui peut... est-ce que c'est tout le temps la même actrice ou c'est un personnage comme un James Bond? En fait, c'est plus un titre. Parce que souvent, dans les films, elle va jouer pas nécessairement un personnage qui s'appelle Emmanuel, mais c'est souvent la même actrice. Parce qu'il y avait la série Emmanuel à Bleu Nuit, là, avec QS, le vendredi, samedi. En tout cas, ça, il y en a beaucoup moins. Celle-là, elle met en vedette, c'est autant... c'est une... indonésienne qui s'appelle Laura Gamzer, qui joue dans plein d'autres affaires en Italie, mais elle est connue surtout pour ça. Puis c'est ça, le coffret, écoute, ça vient avec aussi 2 soundtracks de titres curatés des différentes bandes sonores. Il y a aussi un livre de 356 pages qui s'appelle The Black Emmanuel Bible. Donc, il y a ça. Lavishly illustrated. Et il y a un documentaire sur le mari de l'actrice qui s'appelait Gabrielle Tenti, qui est aussi comme quasiment dans tous les autres films. Et un des extras
fait un pont avec Linnea Quigley parce qu'il y a un The 80s Gamzer Workout vidéo. Donc, elle a fait un vidéo, elle aussi, Laura Gamzer. Donc, c'est là-dedans. Pour ceux qui veulent se l'acheter, dites-vous qu'au final, si vous l'achetez sur le site de Severin, ça vous coûte $354. Mais bravo à Severin quand même, parce que le design graphique de la boîte est vraiment comme ça respecte le ton là, aussi là, des années, de ces années-là. Ils connaissent leur public, hein? Ils connaissent leur public. Ouais. Puis le coffret a été travaillé avec Kier Janis, qui est une programmatrice et auteure de plein de trucs de genre. Et elle a travaillé là-dessus. Et fait à noter. Oui. Je t'écoute. Ce coffret a tué le compte YouTube de Severin. Parce qu'ils ont trop de monde, là. Non, ils ont tout uploadé les trailers, mais évidemment, dans les trailers... Ah, ben oui, il y a des bouts. Fait que YouTube... YouTube, là, come on, là, calmez-vous. Il gosse un peu. Tu sais, je veux dire, au début, YouTube, c'était... Oui, c'est normal que tu veuilles censurer des dudes qui se crossent sur des mini-figurines de manga. Là. C'est très spécifique. Écoute, j'en ai vu un moment donné, j'ai comme fait « What the fuck? » Ah, wesh! Mais tu sais, non, c'est ça. YouTube, c'est pas de la curation. Là. Non. C'est zéro fait pour archiver du stock. Là. Quand les bots prennent le contrôle, c'est ça que ça donne. Mais tu sais, ce qui est fucked up, c'est que tu as des trucs qui sont beaucoup plus dommageables que des bouts qui se retrouvent sur YouTube. La désinformation, mais il y a du hate, il y en a des dizaines de milliers de comptes là, que c'est juste de la propagande, white supremacist pis d'autres shit. C'est des bouts, guys, on s'en fout, là. On s'en fout. C'est ça, puis je veux dire, automatiquement, ils sont comme uploadés, puis tu peux dire que c'est 18 ans et plus, puis là, ben, faut que tu payes un compte, puis c'est ça. C'est pas compliqué, mais là, non, ils ont détruit leur compte YouTube. Il va-tu revenir éventuellement? Aucune idée. On verra. Mais c'est ça. OK. Donc, je vais avoir ça en juin. Puis en plus, c'est des films qui m'intéressent pas, là. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais je pense que j'ai vu comme, OK, un coffret avec tout ça ensemble. Je fais comme, OK. Là, Simon, là... Ben, c'est un bel objet. Ben, c'est ça. C'est l'objet. Moi, d'après moi, là, va falloir que tu te lances une entreprise. OK? Un club vidéo. Un club vidéo, genre. Mais non, pour vrai, il faudrait que tu lances une entreprise, parce que je viens de sortir de mon calvaire des impôts, là, puis que tu trouves, je sais pas, un revenu quelconque, mais toutes ces affaires-là, tu les déclares comme des dépenses, parce que c'est de la recherche, puis en plus, c'est ça que tu achètes. Fait que en fin de l'année, tu auras investi dans du Black Emmanuel. Tu n'auras pas dépensé dans du Black Emmanuel. OK. C'est quand même une bonne idée. C'est pas une fausse idée. En tout cas, je sais ce que tu veux, mais bon. Hey, mais là, tantôt, tu vas nous parler de la Bamba, là. Oui. OK, parfait. Vas-y donc, mon Gauthier. Gauthier qui a bu hier avec notre ami Jake. Fait qu'il est là, il est présent. Il a lu la bande dessinée en plus aujourd'hui. C'est ça qui s'est passé. Ouais, on signait un contrat de bande dessinée, puis ça a comme... On était contents, tu sais. Ouais. Là, on a été contents trop longtemps au bar. Mais ça, c'est un Jake effect, hein? Ouais, le void s'est comme créé autour de la table, puis on a perdu le sens du temps et de l'espace pendant quelques heures. Très 2014. Ça arrive. Mais oui, comme, tu sais, too old for this shit, là, vraiment, là, comme je me sens pas frais. Mais t'es là, merci. Oui, ben, fait plaisir. Puis ça me permet de vous parler d'une période de procrastination qui m'a fait découvrir sur Steam un jeu vidéo que qui n'arrête pas de me surprendre. Ah. Et qui est sorti officiellement à la mi-avril, qui s'appelle War Tales. Et c'est un jeu vidéo qui était disponible quand même en pre-access depuis un certain temps. Puis pour avoir comme vu certaines vidéos, ça a été buggé longtemps. C'est développé par le studio qui s'appelle Shiro Games. C'est un tactical RPG. Donc pour ceux qui aiment les RPG tactiques... turn-based, donc où tu joues par tour. Tu contrôles en fait une équipe de mercenaires dans un monde médiéval. Je dirais pas que c'est fantastique à date, mais j'ai comme l'impression que ça s'en va un petit peu vers du fantastique, mais c'est très low-key, là. Comme tu joues genre vraiment une troupe de mercenaires qui se promènent sur une carte, là. Fait que tu les vois se promener sur la carte, tu découvres des villages, puis il y a un aspect survival vraiment important où il faut que tu rationnes, que tu
compte le nombre de petits bouts de pain que tu as, puis il faut que tu chasses. Puis c'est vraiment quand même très réaliste. Si vous êtes plus du genre fantasy, allez pas dans de ce coin-là de l'univers du jeu vidéo. Là, vous allez vraiment vous faire chier solide. Mais il y a vraiment comme une portion de moi qui aime ça, genre... c'est ça, là, c'est très proche d'une game de dungeon sans l'aspect magique. Puis je dis que ça arrête pas de me surprendre parce que il y a énormément de mini-games pour crafter, pour construire des choses. Tu peux beaucoup spécialiser ton équipe avec différentes classes, mais aussi différentes professions. Tu peux explorer des ruines. Puis il y a vraiment quand même... tu sais, c'est ça, c'est comme un jeu qui se transforme. Quand tu fais de l'exploration de ruines, ça se transforme quasiment en Myst. Où genre, tu sais, c'est une scène après l'autre, un peu point and click, découvrir des secrets, résoudre des énigmes. Faut que tu calcules le nombre de torches que tu as. C'est très complexe. C'est pas très complexe, mais c'est quand même difficile. Même si tu peux modifier les options de difficulté, je vous dirais que le jeu de base reste quand même... c'est un challenge. Okay. C'est pas difficile, mais c'est un challenge. Il faut que tu prennes ton temps quand même pour pas partir à l'aventure pendant 3 jours sans ration, parce que tu vas mourir. Puis les graphiques sont vraiment le fun. Il y a des petites cutscenes en combat quand tu fais des espèces de moves, quand tu fais des criticals. Ce n'est disponible pour l'instant que sur PC. Donc, mais vous pouvez... je pense qu'il y a un rabais en ce moment sur Steam, donc vous pouvez l'avoir à 35$, chose comme ça. Moi, je le recommande pour tous ceux qui aiment les tactical RPG turn-based. Si vous aimez les jeux de survie en plus, c'est un plus. Donc, ça s'appelle War Tales. War Tales. Ouais, je vous le recommande. Merci, Gauthier. Intéressant. Moi, j'ai aussi commencé à jouer à un jeu vidéo. C'est Power Wash. Comment? Tu joues à Power Wash? Tu laves des chars qui sont pleins de boîtes, c'est ça? Ouais, exact. Ah, wow. Explique-moi. T'avais-tu vu mon... T'étais-tu là quand j'avais parlé de Gas Station Simulator? Non. C'est malade, ça aussi. C'est un peu dans le même genre. Ouais. Ben, je checkerai ça. C'est-tu satisfaisant? C'est pour ça que tu joues? C'est du slow game. Ouais, c'est du très slow game. Mais tu sais, je suis un peu rendu stoner, fait que c'est parfait pour ça. D'ailleurs, des chars. T'étais-tu sous-mariné quand t'es parti dans une espèce de click-hole de nous parler d'un film que tu nous as fait voter pour un film sur le truc des mystérieux? Ouais, t'arrêtais pas de nous mettre à jour, puis j'étais comme, soit il trippe vraiment ou soit il est gelé. Non, j'étais pas okay. Sous l'influence. T'étais juste vraiment content du film. J'en revenais pas. Ah ouais. Je vais vous en parler tantôt avec la lambada. Ah, génial. Fait qu'un 2 pour 1, c'est super ça. Mais Power Wash. Power Wash. Vous savez pas quoi faire. OK. Vous pouvez laver des chars puis laver des maisons. Mais ça, c'est un bon jeu là, en ce moment. Là. Maintenant que j'ai retrouvé la capacité de vivre, je peux aussi dépenser en tant que bon occidental. Fait que faut que je me trouve un bon jeu. Je sais pas quoi. Vous avez des suggestions dans le chat, n'hésitez pas. Moi, j'en ai un. Star Wars. Ouais, Star Wars. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu allais dire, Gauthier? Ça sort bientôt. Oui. Diablo 4. Ouais, j'ai pas la patience tout de suite pour Diablo 4, mais je sais, il est dans ma liste là, de ma liste d'achats éventuels. Ouais. Toi, je sais que tu vas l'acheter. Tu l'as sûrement déjà acheté d'ailleurs. Oui. Bon, ben oui. D'ailleurs, tu vas pouvoir y jouer une semaine après le live des Mystérieux Étonnants qui aura lieu le 26 janvier. 26 mai prochain. Bien plus rapidement que ça. Le 12, 13, 14, il y a un nouveau bêta. Il y a un nouveau bêta, t'en as parlé la semaine passée. Oui, c'est vrai. Et ils ont sorti un trailer avec la tune de Space Jam. Parce que c'est un server slam. Et ils se trouvaient bien drôles, je pense. Ouais, mais ils savent eux autres aussi à qui ils s'adressent. Hein? Les enfants des années 90 qui ont grandi sur Space Jam, que j'ai jamais vu. Hein? J'ai jamais vu Space Jam. Non, aucun idée. Ben oui. Hey, tu parlais tantôt, Simon, du contre de... C'est quoi, c'est Severin ou Vinegar? Ouais, Severin Films. Severin Films qui s'est fait
en fait, ils ont perdu leur compte YouTube à cause de Boots, qui est apparu dans leur bande d'annonces de films. Ben, je parlais un peu de quelque chose qui va dans ce sens, pas dans les Boots, mais de la censure sur Internet. Ah, d'accord. Moi, j'aime beaucoup le site The Verge, qui est un site de j'aime culture beaucoup les pop. Boots. Moi aussi, inquiète-toi pas, on fait partie de la même équipe. Je t'ai vu dans le groupe Facebook, d'ailleurs, aussi, on est tous membres. The Verge, qui est un site de culture pop et de technologie que j'aime bien. Bon mélange, kiff-kiff, 50-50, de technologie, de culture pop. C'est le fun. Et là, il y a un article qui est sorti de Neela Patel concernant Twitter qui, arrête pas de faire les manchettes depuis que ça a été racheté par Elon Musk il y a de ça plusieurs mois. Pas pour... en fait, la plateforme est en train de se vider. Là, puis c'est une succession de mauvaises idées, une après l'autre. Là. C'est un peu un désastre. Et là, une des choses qui est assez évidente, c'est que oui, sous la politique d'Elon Musk, il y a des contenus qui sont plus propulsés que d'autres qui sont bannis. Mais une chose qui semble avoir un peu pris le champ avec les congédiements de masse qui ont eu lieu dans l'entreprise, c'est la gestion de contenu et de reconnaissance de contenu pour lesquels il y a des droits d'auteur dessus, notamment des films entiers qui sont partagés en ce moment sur Twitter. Dont de Super Mario Bros, le dernier film en animation de Sony Animation, qui est disponible en intégralité sur un post qui est là depuis le 28 avril dernier, qui a à ce jour été vu 9,3 millions de fois sur Internet. Mais tu sais, c'est ça, il y a zéro modération. Non, genre, c'est ça. Dans le building, là, tu dois pouvoir entendre genre le vent. Là. Ah, man. Tu dois avoir des tumbleweeds dans le couloir. Puis on le sait, là. Ouais, absolument. Puis tu sais, même s'il y a du monde, le gars est tellement une présence chaotique et disparate que ça doit affecter tous les paliers d'opération dans l'entreprise. On parlait de zombies toxiques tantôt. Ça, c'en est un. Donc, oui, il va censurer certains trucs. D'ailleurs, il a donné une entrevue récemment là, à Bill Maher, puis où il parlait du woke virus. Vraiment un homme qui... à Bill Maher, en plus. Oui, c'est ça. Deux vieux monsieur en tabarnak. Et c'est pas non seulement The Super Mario Bros. Movie qui est disponible sur Twitter, mais aussi le dernier Avatar en intégralité. Il doit avoir d'autres contenus, je peux pas croire. Là. Donc, si ça vous dit, c'est disponible sur Twitter, c'est peut-être la seule raison pour laquelle vous devez être encore sur la plateforme. Moi, je l'utilise toujours pour partager le show des Mystérieux, mais bien franchement, ça fait longtemps que j'ai quitté cette belle plateforme. Malheureusement. C'est terminé. Yep. Sinon, je suis encore dans le palier, ma petite chronique technologique. Ta Bambino chronique. Ma Bambino chronique, comme disaient les gens de Timoniaise. Encore sur The Verge, un article qui, moi, vient rejoindre mes intérêts. Je parle ici de Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, qui est décédé il y a quand même plusieurs années de ça, en 91. Mais sa franchise vit encore aujourd'hui. Et si vous étiez mes voisins, quand j'ai écouté le dernier épisode de Star Trek Picard saison 3 la semaine dernière, il y a 2 semaines... Il y a des gens qui t'ont entendu crier. Ouais, probablement. Mais de joie cette fois-ci, contrairement aux 2 premières saisons que j'ai détestées. Mais j'ai adoré la dernière, c'est du bon fanservice. Mais Gene Roddenberry a une fondation qui s'occupe de ses archives qui s'appelle The Roddenberry Archive. Et là, ils viennent d'unir leurs forces avec une compagnie qui s'appelle Otoy, O-T-O-Y. Et ils mettent de l'avant, en fait, des archives de Roddenberry, mais aussi toutes des entrevues, du contenu lié à Star Trek, l'ensemble des séries de Star Trek. Et là, ils ont sorti un site sur roddenberry.x.io, des visites virtuelles de tous les ponts ou presque des vaisseaux qu'on a pu voir dans Star Trek, comprenant aussi le Kelvin Timeline, donc la timeline qui est exploitée dans les films de J.J. Abrams. Donc, c'est tout disponible là. Ça s'appelle Bridgeview. Puis c'est une visite virtuelle. Vous pouvez le faire à même votre furteur. C'est un peu lourd pour l'instant, possiblement à cause du gros trafic que le site rencontre, ou peut-être que la technologie n'est pas tout à fait au point pour l'instant, on ne le sait pas. Et aussi, vous avez l'opportunité de pouvoir aller dans les turbolifts, jouer avec les panneaux, tout ça. Et il y a d'autres contenus qui s'en viennent sur la plateforme dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et un qui m'a fait quand même sourciller, c'est que pendant des années, la femme de Roddenberry, Majel Roddenberry, qui est décédée en 2008, incarnait la voix officielle de l'ordinateur dans tous les épisodes de Star Trek, depuis The Next Generation. Elle a une voix très particulière qu'on associe vraiment... C'est pas une voix robotisée, c'est une voix féminine, mais en même temps, il y a de quoi de très mécanique dans sa livraison. C'était parfait. Et on a appris... Elle n'est pas décédée en 2008, pardon, mais elle a enregistré en 2008 du contenu haute fidélité, haute qualité de sa voix, pour qu'on puisse la réutiliser, éventuellement la recréer. Ouais, voilà. Oh. Elle avait anticipé ça à l'époque, donc ça a été fait et c'est un peu ce qu'on nous promet
les archives de Roddenberry et Otto, c'est qu'on va pouvoir recréer la voix de Majel et possiblement lui faire dire des répliques dans peut-être les nouvelles séries de Star Trek, qui sait. Donc ça, c'est un truc qui va s'en venir éventuellement. Et je dois dire, c'est drôle parce que la voix de Majel me manque beaucoup dans les nouvelles séries de Star Trek. Il y a un clin d'œil par rapport à ça dans Star Trek Picard saison 3, je ne veux pas dire c'est quoi. Puis j'étais, ouais, je suis d'accord avec vous autres. Donc peut-être éventuellement elle va revenir dans la franchise parce qu'il y a on a la possibilité maintenant de pouvoir recréer les voix, vous le savez, avec l'IA et tout. Là. Ça va amener du bon comme beaucoup de mauvais. C'est ça, au moins il y a ça. Là. Il y a des bonnes utilisations qu'on peut en faire. Deepfake. Exactement. Puis tu sais, elle était partante. Là. Elle avait donné son approbation dans le temps de son vivant. C'est pas sa descendance qui a décidé, c'est elle qui, dans le temps, a voulu enregistrer pour pouvoir permettre qu'on recrée éventuellement sa voix. Simon, donc la Bamba? Oui, ben c'est ça. Je vais vous parler de films que j'ai vus dernièrement. Ouais. Je vais me garder la Bamba pour tantôt. Pour la fin. Mais rapidement, là, avant que je tombe sur le film que je veux vous parler absolument, j'ai écouté le film Klute avec Donald Sutherland et Jane Fonda, un film de genre début 70, thriller, très bon, très bonne performance de Jane Fonda. Je suis comme tombé dans un vortex Jane Fonda récemment. J'ai le goût d'écouter tous ses films. J'ai aussi écouté Stanley and Iris, qui est un film avec elle et Robert De Niro. Fait que ça faisait du bien de regarder des bons films. T'écouteras son entrevue aussi qu'elle a donnée quelques années avant la mort du comédien canadien. Là, comment il s'appelle? Il y avait une livraison, le trait de glace. Il est décédé récemment du cancer. Donald Sutherland? Non, pas Donald Sutherland, un humoriste. C'est McDonald. Norm Macdonald. Norm Macdonald. Elle a fait une entrevue avec lui, puis il avoue que c'était son kick quand il était jeune, puis il y a des flamèches qui se passent. C'est vraiment spécial comme entrevue, mais c'est le fun. Ouais, ben, il y a eu ça pour son entrevue avec Conan O'Brien aussi. Ouais. C'est ça qui m'a donné le goût de visiter ces films. J'ai aussi écouté le film Crush Groove, qui est un film particulier parce que ça met en vedette tous les artistes qui étaient sur la compagnie de disques Def Jam. Donc, Run DMC, LL Cool J, les Beastie Boys, Curtis Blow, donc le début du hip-hop un peu. Puis eux, ils jouent leur propre rôle. Il y a juste un acteur qui joue comme un autre personnage, puis c'est comme une dramatisation de ce qui s'est passé quand ils ont créé la compagnie 10. Fait que c'est vraiment le fun. Puis sinon, j'ai écouté un film qui s'appelle American Rampage de David DeCoteau, un film d'action qu'il n'y a pas tant d'action finalement. C'était super plate. DeCoteau, hein. Puis le film Dinosaur Island, si vous aimez regarder. Oui. Mais aussi, si vous aimez les Boots. C'est un mélange des deux, dinosaures et boobs. Donc, ouais. Est-ce que c'est des dinosaures qui ont des boobs ou il y a des boobs et des dinosaures? Non. Il y a des boobs et des dinosaures. OK, parce que si c'est des dinosaures avec des boobs, ça aurait mis le monde vraiment en tabarnak, comme quand on les a vus dans la neige dans le trailer du dernier Jurassic World. Hey, ça, les gens n'étaient pas contents, là. Ah, ben oui, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, hein? Ils ont le sang froid. Ben ouais. Hey. C'est sûr que c'est ça l'affaire qui fonctionne pas dans Jurassic World. Ah oui, c'est exactement cette prémisse-là qui fonctionne pas dans Jurassic World Dominion. Mais je vais vous parler du film Ryan's Babe, un film de 2000 que j'ai écouté et je vous l'ai décrit un peu dans notre conversation privée. Non, mais oui. Il est excité. Donc, ben, c'est ça. C'est Ryan's Babe. L'affaire, c'est que quand tu vois la pochette, t'as l'impression que c'est une comédie. Genre, que ça va genre être, de road movie comique. Ouais, c'est ça. Mais finalement, c'est un road movie. Il y a un peu d'humour, mais c'est vraiment pas folichon comme ce qu'on pense. Et c'est étrange. Et la structure du film ne fait aucun sens. Je vais vous raconter rapidement là, ce qui se passe, mais évidemment, ça va être très long. Donc, ça commence, puis là, il y a une fille qui est avec un monsieur. Ils sont dans le bois, puis là, le monsieur sort un gun. Puis là, on apprend que c'est son garde du corps, mais que finalement, il veut la tuer pour avoir l'héritage de quelque chose.
Et elle réussit à s'enfuir et fait du pouce. Et là, il y a un gars en char qui est Ryan qui arrive et qui la ramasse. Et là, elle le menace au gun en lui disant ouais, on s'en va vite. Puis là, il s'en va. Puis là, finalement, ils commencent à jaser puis ils deviennent un peu amis. Puis là, lui, il dit ouais, moi aussi, je suis un peu dans la marde. Puis là, dans un flashback, il commence à nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Puis à un moment donné, dans ce flashback-là, il y a un autre flashback qui nous explique d'autres choses. Puis après, il y a des flash-forward. Puis après, ça continue avec des flashbacks. Puis on revient au premier flashback. Puis là, ça finit. Et ça, je vais vous revenir avec cette partie-là de l'histoire. Mais ce qui arrive après, c'est que là, il y a la fille qui dit « Ouais, ben, on pourrait... se séparer maintenant et moi, je vais aller vivre des aventures et toi, tu vivras les tiennes. » Puis la fille, on la revoit plus jamais. Ben non. Puis là, on est comme dans la première demi-heure du film. Puis là, après, le personnage qu'on suit n'a aucun objectif. Il fait juste se promener en char. Il se promène en char, puis il arrive des bad luck. Puis c'est ça, c'est que une des bad luck à un moment donné, c'est qu'il se retrouve dans une ville. Et non, mais attends, je vais revenir parce que la raison pourquoi il est parti, c'est qu'il y a une de ses amies d'enfance. Notre ami Laurent Boutin vient d'arriver. Parlant d'amis d'enfance. C'est comme un Ryan sur la soupe. Comme un Ryan Gosling sur la soupe. Ouais, wish. Mais continue. Ce qui arrive, c'est ça, c'est que le personnage Ryan a un ami d'enfance qui est obsédé par lui. Puis c'est comme s'il n'est pas capable de dire lâche-moi, fait qu'il fait juste rien faire. Puis elle est en amour complètement avec lui. Finalement, elle fake de se suicider. Fait que là, tout le monde est en crise contre Ryan, dont le père de la fille qui veut le tuer. Fait que là, lui, c'est là qu'il dégage puis qu'il s'en va en char. Puis là, qu'il rencontre la fille du début. Puis là, après, quand la fille est partie, lui, il s'en retrouve dans une autre ville. Puis il trouve une job super facilement. Il devient serveur dans un restaurant. Puis là, la première scène où on le voit faire du service aux tables, ben là, il y a 3 filles à une table qui pointent un petit article de journaux avec un portrait robot dessus. Puis il dit « Hey, c'est ce gars-là! » Puis là, ce gars-là, il dit « C'est peut-être lui qui aurait violé notre ami. » Fait que là, il décide d'aller chez Ryan dans son nouvel appart et il arrive en cheerleaders avec des masques et l'assomme et le drogue. Et là, ils sont en train de dire hey, on devrait y couper à la graine. Puis là, il y a une fille qui dit ouais, mais on va attendre que la victime arrive pour que ce soit elle qui fasse ça. Ouais, c'est ça. Puis là, elle arrive et elle dit c'est pas lui. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas lui. Mais après, elle dit mais il est cute, par exemple. Puis là, ils se disent qu'est-ce qu'on fait avec? Puis là, à la place de le laisser là puis de décalisser, il décide de prendre Ryan puis de l'amener dans un autre état plus loin. Fait que là, il se retrouve à Phoenix. À faire un crime fédéral, parce que c'est ça qui arrive quand tu fais ça. C'est ça. Puis c'est un peu tout le temps ça. Il arrive tout le temps quelque chose pour que... Tu sais, puis le personnage, tu dis, ben, à un moment donné, il va apprendre. Il va savoir qu'il faut pas qu'il ramasse une fille sur le pouce parce que ça va y faire de la merde. Puis non, ça fait pas ça. Fait que je le recommande énormément si vous êtes fan des films très... tu sais, à la The Room et Neil Breen et tout ça. Évidemment, le personnage principal, là, c'est contrairement à The Room ou à Neil Breen, c'est pas l'auteur ni le réalisateur. C'est plus... on est plus dans un... Tu sais, James Nguyen qui met d'autres gens en vedette ou le film Dangerous Man, pour ceux qui savent de quoi je parle. C'est un peu ça. C'est vraiment... Tout le long, tu te poses tellement de questions, puis quand ça finit, ben, t'es content d'avoir aucune réponse, mais le fun que t'as. Évidemment, je le conseille, écoutez-le en gang, là, c'est toujours plus le fun. Yes. Mais ouais, Ryan's Babe, ça doit se trouver sur Tubi, hein, évidemment. Imagine, oui, la craque de sofa.
Mais sinon, ça se trouve un peu partout. J'aime l'honnêteté du poster où la seule quote, ou c'est même pas une quote, c'est genre l'accroche du poster, c'est The Road Movie that doesn't know where it's going. Ah, c'est vraiment ça. C'est comme le Seinfeld des road movies, man. Fait que c'est quoi? Vous avez mis ça en pensant que c'était comme une accroche marketing valide, genre? C'est vraiment weird, là. Puis c'est intriguant. Ouais. Puis ça dit que c'est un comedy thriller. Fait que ça, c'est un genre que je connais pas. Comedy thriller, c'est comme, OK. Ouais, ça, c'est tout le temps une étiquette qu'ils rajoutent sur ces films-là après qu'ils se rendent compte que ça marche pas. Il avait fait ça aussi pour The Room. C'était quoi? Une dark comedy. Dark comedy. Ouais, c'est ça. Fait que tantôt, je vais vous parler de Forbidden Dance de Lambada, vu que Gauthier est là. Parfait. Regarde ça pour tantôt. OK. On va continuer quand même avec Gauthier, puis on va poursuivre avec Laurent. Vas-y donc, Gauthier. Moi, j'ai reçu ma nouvelle édition du Wired récemment, fait que je vais vous faire une petite, un petit Gauthier lit le Wired pour pas que tu aies à le faire, parce qu'il y a beaucoup de crap quand même dans le Wired maintenant, dont des articles qui sont payés par des compagnies, puis des cossins, des publicités pour des cossins, fait que je vous épargne ça. Il y a des articles qui sont payés par les compagnies? Ouais, ils font ça depuis genre une couple de mois, puis ça gosse vraiment. Mais c'est tout le temps comme au début du magazine, au moins. Fait que tu le sais, là, tu sais, c'est comme un. C'est identifié clairement, genre? Ouais, il est marqué en haut page. Là. Puis là, mais des fois, je me fais avoir, puis je suis comme, fuck. C'est parce que ça fait très comme. Voulez-vous faire un article sur tel produit sur votre blog, là? Ouais. C'est un peu poche. Ouais. Mais bon, justement, je vais pas vous parler de ça. Puis à la place, je vais vous parler d'une entrevue qu'ils ont faite avec Margaret Atwood, qui est vraiment super, qui donne vraiment la joie de vivre. L'autrice canadienne? Oui, l'autrice canadienne de Handmaid's Tale. Donc, contrairement à Handmaid's Tale, c'est une femme avec beaucoup d'optimisme, puis qui voit le futur de manière très positive. Puis je trouve que ça fait vraiment du bien de voir comme cette madame-là de 83 ans comme avoir un regard sur un regard sérieux sur la politique, mais un regard optimiste quand même sur la politique, puis qui est quand même une militante pour l'égalité et la justice sociale, mais pour elle, elle s'en fâche pas dans la gauche, la droite, juste comme. Puis c'est ça, je la trouve vraiment. Puis l'article est fait dans le cadre de la publication d'un dernier recueil de petites histoires qu'elle a fait qui semble vraiment, vraiment intéressant, puis qui est pas de la science-fiction, qui va en plus comme du conte moderne. Puis, tu sais, juste comme pour vous donner un peu l'esprit de l'entrevue, là, genre, la première chose qu'elle dit aux journalistes du Wired, c'est « Est-ce que vous savez que j'étais aussi une tech entrepreneur? » genre? Puis j'étais comme « Quoi? Tu sais, madame, genre, t'as 83 ans! » Puis, en fait, c'est qu'elle a inventé... il y a quand même un bout de temps une technologie qui s'appelle de Long Pen. Puis c'est un stylo. Faites pas des jokes. C'est Margaret Atwood, là. Je suis désolé, je sais. Fait que, en fait, c'est une machine qu'elle avait inventée pour dédicacer ses livres à distance. Fait que c'est comme une espèce de bras robotique. C'est donc bien qui tient un stylo, puis là, comme elle, chez elle, genre un peu comme sur sa tablette graphique, comme signé, tu sais, des livres, puis là, à l'autre bout. À l'autre bout, ben ouais, c'est comme, c'est très pré-pandémique, mais t'anticipes la pandémie en même temps. Ouais, c'est ça, puis en fait, pour financer cette technologie-là, je pense qu'elle a fait un partenariat avec une compagnie qui, finalement, utilise cette technologie pour faire de la signature à l'encre de documents officiels dans le milieu du bancaire, où c'est vraiment important d'avoir encore des copies papier là, physiques. Là. Donc, c'est ça, c'est vraiment un petite interview super sympathique que je vous recommande. Et puis, le dossier principal de ce mois-ci est sur les semi-conducteurs. Puis, tu sais, j'imagine tout le monde que vous avez entendu parler de la fameuse pénurie de PlayStation 5 et de pas mal tout ce qui de était Chiracha aussi. Comme ça, ouais. C'est pas à cause des semi-conducteurs. Non. C'est juste à cause d'un hassle, ça. Oui. Mais en fait, le journaliste du Wired a eu l'accès à la plus grosse manufacture de semi-conducteurs à Taïwan. C'est la première personne, c'est le premier journaliste qui a accès à cette manufacture-là, qui est comme une espèce de Fab Lab gigantesque qui emploie comme des dizaines de milliers de personnes pour faire les semi-conducteurs. Puis c'est
l'endroit d'où sort à peu près le 3/4 des semi-conducteurs qui sont produits sur la planète. C'est pour ça que c'est scary quand ils parlent d'invasion de la Chine, de Taïwan. Là. C'est à cause de ça que les Américains ils veulent pas, entre autres. Oui, puis tu sais, l'article en question fait justement un lien puis, avec la politique internationale, puis vient souligner à quel point ce lieu-là est géostratégiquement comme super important là, sur la planète, puis que Taïwan s'en sert un petit peu pour justement dire à la Chine de pas les attaquer parce que cette industrie-là, en fait, toute sa chaîne d'approvisionnement est basée sur plein de partenaires à l'international qui peuvent décider du jour au lendemain de dire on coupe l'approvisionnement, puis genre, il n'y a plus rien qui fonctionne sur la planète. Tel le gars qui voulait pas payer les piments de la sriracha. Oui, c'est exactement ça, man. La sriracha, c'est la vie. Là. Fait que, mais je vous le recommande vraiment. C'est un article qui est super intéressant, qui fait comme des liens avec la politique, avec la technologie, mais aussi avec la religion. La manufacture est basée sur une place qui s'appelle The Sacred Mountain, puis il y a vraiment des liens thématiques entre le contrôle de la nature, la religion, Dieu, la technologie. C'est vraiment super intéressant. Je vous le recommande fortement. 10 sur 10. Fait que c'est ça, 10 sur 10. Excellent. Merci, Gauthier. Vas-y donc, mon Laurent. Mon Gauthier. Voyons, mon Laurent, voyons. Ça sent les tosses, hein? Chénier, c'est à ton tour. C'est Rochant. Ouais, c'est moi, là? C'est toi. Ouais. Ouais. Toi, t'es Chénier. Là, Simon, c'est Gauthier. Ouais, ça va être moi, je suis Benoît, pareil. Simple. Ça marche pas. OK. Ben, continue, Laurent. OK, d'abord. Je suis mêlé, là. Non, c'est toi. Les éditions de la Pastèque fêtent leurs 25 ans bientôt. Ils ont annoncé pour l'occasion un événement qui s'appelle 25 ans de la Pastèque, un spectacle dessiné réinventé. Donc, on propose un événement avec l'Orchestre symphonique de Montréal, l'OSM, dirigé par Jean-Willy Kunz, avec du dessin à direct. En fait, il y aura 7 dessinateurs d'impliqués. On dit que chacun sera un soliste. Je ne sais pas ce que ça implique, vraiment. Voyons. Dis-tu le profil d'un gars qui va à l'OSM? Oui. Ça pourrait. Oui, non, je pourrais, mais non. Je dis pas qu'il faut pas y aller. Là. Oui, ben c'est ça. Je peux arrêter d'en parler aussi. Non. Ce que je dis, c'est que je suis un cave. C'est ça. OK, bon, c'est beau. Ah, ben là, Ben, il n'est jamais trop tard pour plus se prendre pour un cave et aller à l'OSM. Donc, les 7 dessinateurs seront des solistes que ça dit. On va jouer une pièce qui s'appelle Les Planètes. Ça dit que c'est le plus grand hit d'un compositeur qui s'appelle Gustav Holst. J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai aucune idée c'est quoi le rapport avec la BD et la pastèque. Aussi. Les 7 dessinateurs seront Michel Rabagliati, évidemment, Jacques Goldstein, Isabelle Arsenault, Catherine Lepage, Jean Paulé, Guillaume Perrault et Geneviève Godbout. Le Pastèque Roster. Ouais, les All-Star Pastèque Roster. C'est intriguant. Par contre, là, on annonce ça. C'est le 24 mars 2024 que ça se passe. Donc, c'est l'OSM, ça se book d'avance. Ça a l'air. Les billets sont en vente dès le 25 mai. C'est pas clair dans l'événement en quoi ce sera un spectacle dessiné réinventé, dans le sens que des concerts dessinés, je veux dire, ça existe depuis longtemps. On en a vu. Qui dessinent en direct pendant peut-être qu'ils ont ri. Pas souvent à la maison symphonique, c'est peut-être ça la version réinventée. Il y a un gars qui est associé au projet que j'ai pas noté son nom, mais qui est un vidéaste collaborateur de Robert Lepage, là, qui travaille sur des projets multimédia avec lui, fait que, tu sais, genre le Moulin à images à Québec, entre autres, fait que peut-être que ça aura rapport avec ça, mais je sais pas, c'est peut-être juste lui qui va setter un gros projecteur pour montrer les dessins. Who knows, mais en tout cas, c'est si tu rigues des crayons sur un térémine, penses-tu que tu peux faire de la musique? Probablement. C'est quoi? Ça serait nice. Ben, je pense que oui. Je pense pas que ça prend une chaleur humaine pour jouer du thérémine. Je pense que tu peux jouer du thérémine. Ouais, mais je pense qu'il faut que tu montes puis que tu descendes aussi. Pas juste que tu shakes tes mains. Ouais. Ça, c'est en 2 dimensions. Jouer du thérémine. C'est très particulier, mais c'est beau comme instrument. Moi, j'aime ça, la sonorité d'une thérémine. Ouais.
Ouais. Ça fait très instrument de soviétique de 1963, là, mais sinon, c'est... c'est très précis. Ouais. L'instrument beige. Ouais, c'est très beige. Il vient en vert, là. C'est le vert soviétique. Ouais. C'est un Un instrument du futur, mais de rétro-futur. Rétro-futuriste, exactement. Un instrument de les chars volent. Exact, c'est ça. Hey, Laurent, d'ailleurs, est-ce que tu as quelque chose par rapport à FBDM tantôt ou on ne s'en est pas parlé puis j'ai pas confirmé? Non, on s'en est pas parlé. Hein, j'ai comme assumé que vous en auriez parlé. J'ai comme assumé que tu en parlais comme un épais, je viens de m'en rendre compte là. Parce que je viens de me rappeler qu'on va recevoir Jean-Paul Hyde parce qu'il donne une conférence dans le cadre du... un talk, une discussion dans le cadre du FBDM où il sera notamment question de BD et d'intelligence artificielle. Donc, on va le recevoir parce que ça va être une vision très... disons, d'un artiste qui... Donc, on va le recevoir, je pense, la semaine prochaine ou l'autre, mais c'est pour faire une espèce d'avant-goût de ce que sera la discussion offerte dans le FBDM. Mais ça j'ai rien noté, mais il y a le FBDM. Ouais, c'est ça. Non, mais regardez, il y a un FBDM, c'est quoi, le 25 mai prochain? 26? 26, 27 et 28. Ouais, c'est ça. Puis la semaine prochaine, je vous parlerai de toutes les activités qu'on pourra y voir. Génial. Bon deal. Ouais, ça va être correct, ça. OK, c'est à mon tour. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah, j'avais quelque chose pour toi. Pour toi, Gauthier, et tantôt, ça sera pour Laurent. Oui. Souviens-tu, Laurent, je n'étais peut-être pas au courant, mais Gauthier est dans un état très 2014 en ce moment. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces eaux-là, Gauthier, qui a été notre fixation commune à une bonne partie de l'équipe des Mystérieux Étonnants, mis à part Simon? Est-ce que tu te souviens? Peut-être que 2014 , c'est pas la bonne date, mais dans ces eaux-là. Je sais exactement. Qu'est-ce que c'est? Ouais, True Detective. True Detective. Non, c'est pas Terre humaine. Ben oui, True Detective, qui avait été créé et écrit par le romancier Nick Pizzolatto. On avait bien trippé sur la première saison de True Detective. C'est disponible sur HBO. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est une des meilleures séries que j'ai jamais écoutées. Puis le hype entourant était très, très, très spécifique parce que ça faisait des clins d'œil à Lovecraft, au King in Yellow, puis toute une mythologie cosmique qui était plutôt subtile. Et il y a confirmation un peu qu'il cet aspect-là existe dans l'univers de la première saison de True Detective. Quoi qu'il en soit, je trouvais que c'était un bon mélange, le côté... disons, un peu rural du Texas mélangé au mysticisme et à l'occultisme. Puis c'était vraiment une très bonne idée. Et récemment, on a appris que Nick Pizzolatto est engagé par Marvel Studios pour travailler sur le scénario du film Blade, qui va mettre en vedette Mahershala Ali et Mia Goth, qui est dans tous les films d'horreur. Donc, c'est un film qui va être réalisé par Ian Demange, qui a, entre autres, piloté le premier épisode de Lovecraft Country. Donc, on est tout un peu dans ces eaux-là. Et on sait que le Blade de Marvel Studios veut que ce soit un peu plus sombre par rapport au reste de l'univers. Donc, Nick Pizzolatto a déjà commencé à travailler sur le scénario. Ça n'a pas été décidé hier parce que la production commence quand même dans le mois de mai à Atlanta. Il part d'un traitement écrit par un certain Michael Starbury. Donc, le scénario sera avancé et là, le tournage, comme je viens de le mentionner, va commencer à Atlanta en mai pour une sortie qui s'en vient assez rapidement, 6 septembre 2024. Très intrigué de voir un film de Marvel écrit par Nick Pizzolatto. Ouais. C'est vrai qu'on est rarement dans l'occulte. J'allais dire l'occulte hyper réaliste, là, mais c'est un peu ironique. Là, mais quand on parle de vampires, on parle rarement d'occulte comme vraisemblable. Ouais. À la True Detective. À la True Detective, oui. Fait que c'est vraiment c'est un angle super intéressant. Mais là, encore une fois, est-ce que les producteurs vont lui permettre de faire ce genre de choses-là avec la franchise de Blade? Je pense pas que c'est dans cette zone-là qu'ils vont aller. Je pense qu'ils ont voulu prendre un gars qui a une certaine sensibilité. Un gars qui est capable d'écrire une histoire qui a de l'allure, là, parce qu'il a été romancier, Nick Pizzolatto, là, puis qui a une sensibilité pour ce qui serait le supranaturel ou le surnaturel, tout dépendamment de ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai l'impression que Blade, comme ça s'inscrit dans l'univers magique de Marvel, ils veulent peut-être établir certaines bases. Il y a des personnages qui risquent d'y se retrouver, qui sont plus de l'allégeance magique. Dans les BD de DC et Marvel, il y a ça. Il y a le côté super-héroïque et certains de ces personnages-là appartiennent à le côté magique, côté sombre de leur univers. Puis c'est une occasion peut-être pour le développer par Blade, comme ils l'ont fait par Doctor Strange. Donc, ils veulent mettre un gars qui a aussi un nom. Hein, c'est peut-être pour monsieur, madame, tout le monde, Nick Pizzolatto, ça dit rien, mais pour des nerds comme nous autres qui l'ont suivi...
moi, personnellement, je trouve que ça augure bien pour un film de Blade. Sachant que c'est lui. Il s'assure d'avoir l'attention et voilà. Et qu'on en parle. Critique de Nerd, de True Detective. C'est ça. Simon, la Bamba? On n'a plus le temps, là. Oh non, mais je vais en parler tantôt, là, parce que... Tu le gardes pour la fin, OK. Ouais, c'est ça, je le garde pour la fin, parce que c'est quand même un gros dossier, mais j'ai récemment lu la finale de Hulk, celui qu'on avait lu l'autre fois. Là. Smash Astronaut. Ouais, Smash Astronaut. Là, Nice. Le dernier numéro est sorti, c'est le numéro 14. Je pense que j'ai quand même aimé ça, mais je trouve la finale a été vraiment rushée. Ouais. Ça paraît. C'était si bon. Oui, puis le problème, c'est ça, c'est que Donny Cates n'était plus sur le titre parce qu'il y a un break. Il y a besoin d'un break. Puis ça a été complété par l'artiste qui est Ryan Oakley. J'espère que je le prononce comme il faut. Puis, tu sais, je pense qu'il a fait une bonne job avec ce qu'il y avait. T'sais. Mais j'aurais aimé, je pense qu'il aurait fallu qu'il donne un numéro de plus. Pour que la finale respire un petit peu plus. 14, c'est très peu en même temps. Je m'aurais attendu à une run plus longue. Immortal Hulk, ça a été combien de numéros? Ça a été 50, 50, c'est ça. Ouais. On est ailleurs, là. Ouais, mais c'est ça. Est-ce que si Donny Cates avait continué, ça aurait continué longtemps? Je sais pas, mais il y a comme une finale. Puis, tu sais... Ça complète une histoire, mais c'est pas la meilleure finale, malheureusement. Est-ce que tu dirais que pour ça vaut pas la peine de lire la série ou au contraire, c'est juste que vous avez déçu? Ça vaut la peine. Oui, il y a beaucoup de fun à avoir, là, puis tu sais juste que ça finit plutôt rapidement. Puis là, tu fais comme OK, bon, ben, écoute donc. Parce que ça va être rebooté encore bientôt. Ben, c'est tout le temps ça. Je disais pas ça négativement. Mais non. Puis c'est ça. Je pense que j'aurais apprécié qu'il y ait un numéro de plus pour que ça respire un peu. C'est ça. Sinon, j'ai fini aussi l'événement chez les X-Men Sins of Sinister. C'était très bon. Attends une minute. Previously on X-Men. Pas le choix. Oui. C'était très bon, mais je crois que je vais encore plus l'apprécier quand je vais relire ça d'une shot plutôt qu'un mois séparé à chaque numéro. Parce qu'il y a bien des affaires que c'était pas clair. Puis aussi, tu sais, la prémisse fait que on fait des sauts dans le temps. Au début, c'est 1 an après que Sinister ait pris le contrôle. Et après, c'est 10 ans. Après, c'est 100 ans. Puis après, c'est 1000 ans. Puis là, rendu à 1000 ans, ça devient un peu... C'est des concepts étranges. Puis là, il faut que tu te souviennes qu'est-ce qui s'est passé. Puis il y a quelque chose qui arrive dans dans ce numéro-là, mais aussi... On le voit d'un autre angle dans le numéro d'avant. C'est que je me souviens plus pourquoi, mais Juggernaut a été pitché dans l'espace pour comme une espèce de balle de gun, genre. Fait qu'il suit une trajectoire, puis il peut pas arrêter. Puis là, Juggernaut, il a fait ça pendant 1000 ans, genre. Puis là, il est dans l'espace, puis il fait juste... C'est intense. Mais c'est juste que... Nothing can stop the Juggernaut. Exactement. Il ne peut pas mourir, c'est ça. Ah mon Dieu, c'est une torture. Mais tout ça culmine à un point où, là, c'est un spoiler, mais tu sais, si vous n'avez pas de contexte, c'est pas si grave. Ou sinon, avancez juste 30 secondes. Ouais. Mais tout ça a été timé pour qu'à un moment donné, il y a Galactus qui est comme possédé par l'esprit Ghost Rider, ou je sais pas trop, là, qui se fait shotter dans la tête par Juggernaut, qui arrive en plein milieu. Mais non. Ça, tu viens de rejoindre Laurent, là. Ah ouais, c'était magnifique. Je t'ai intrigué. C'était magnifique. Puis, ben, c'est ça. Sinister va payer pour ce qu'il a fait, malgré que vers la fin, tu vois que
ça marchait pas comme il voulait depuis longtemps, puis là, il essayait d'arranger les choses, mais évidemment, il y a plein de crosses. Il y a Mother Righteous, qui est un autre Sinister, mais avec un trèfle dans la face. Puis, c'est un personnage qui va sûrement être le nouveau Big Bad, je dirais, de la suite de X-Men. En tout cas, elle va devenir importante. Puis, est-ce qu'il y a un certain retour au statu quo Krakoa d'abord? Ou, parce qu'on se souvient que Sinister avait modifié l'ADN de tout le monde. Ouais, tel d'ailleurs, en tout cas, ça vient de rejoindre quelque chose de Star Trek là, qui est arrivé récemment. Mais donc, il avait comme transformé tout le monde en Sinister. Donc, on revient à ce qui était avant? Ou? Ouais, c'est ça. Puis, les autres séries n'ont pas tant parlé de tout ça parce que, justement, on savait tout de suite que ce qu'on lisait, ça allait être wrappé up puis revenir à ce qu'il y a avant, mais c'est de savoir qu'est-ce qui reste de ça parce que c'est quand même arrivé dans une timeline. Mais c'est quand même c'est un gros morceau. Puis je vais le relire pour être bien sûr de bien comprendre. Pas comme la BD qu'on va parler tantôt. Ça, je pense pas, je vais la relire. Spoilers! Il n'a rien dit. Il a rien dit. Sinon, je voulais rapidement mentionner que les deux séries de Captain America qui se passent présentement, il y a une en mettant en vedette Steve Rogers et l'autre Sam Wilson. Et là, ils convergent pas mal les deux pour avoir un event qui s'appelle Cold War. Et à date, il y a eu 2 numéros, puis c'est vraiment bon. Je dois dire que c'est du bon Captain America, si vous voulez, là, les deux séries, là, je trouve. C'est très solide et je le recommande. Et aussi, je recommande encore Daredevil de Chip Zdarsky qui continue et qui va finir bientôt. Mais là, il y a... C'est fou parce qu'il y a une bataille avec Spider-Man, Daredevil contre Spider-Man. Et la façon que Zdarsky écrit ce que Daredevil pense pendant qu'il combat Spider-Man, c'est... Tu vois que Zdarsky adore Spider-Man, puis c'est quasiment meilleur que qu'est-ce qui se passe dans Avengers, pas dans Avengers, mais dans Amazing Spider-Man présentement. Il y a comme, on dirait qu'il est capable d'écrire Spider-Man, puis c'est, comment dire, c'est un excellent Spider-Man malgré que c'est pas lui qui est dans le titre. C'est Daredevil. Tu sais. Puis on sait pas où que ça s'en va parce que Daredevil, là, il est en train de perdre des pédales. Ouais, mais tu sais, il est focus, fait qu'il sait lui, il sait pourquoi il perd les pédales, mais il est perd. Puis il fait du quiet quitting. Ouais. Puis là, ben c'est ça. Tous les autres super-héros sont après lui, en plus de tous les méchants puis tout ça. Fait que c'est une très bonne série et ça va finir bientôt. Je sais pas combien il reste de numéros, mais écoute, j'ai pas hâte que ça arrête parce que Zdarsky sur Daredevil, c'est excellent. Excellent, merci Simon. Puis tantôt, je vais vous parler de... La Bamba, là. On est tous là pour la Forbidden Dance. Ouais, c'est ça. OK. Gauthier, il te restait quelque chose? C'est la Bamba ou la Lambada? C'est la Bamba. Complètement. Non, c'est la Lambada. Ah, c'est la Lambada. La Lambada. J'arrête pas de dire la Bamba depuis tantôt, tu m'as pas corrigé. Écoute, à un moment donné... La semaine passée, tu as dit ça aussi. Je sais, mais... En tout cas, vas-y donc, Gauthier, qu'est-ce que tu dis? Moi, quand t'es trop dans le sable mouvant, à un moment donné, je peux plus t'aider. Ben là, tu peux au moins me dire c'était pas ça mon nom alors que je crève. Mon nom, c'était Étienne tout ce temps-là, pas Simon. Après 25 ans de COVID. Non, j'ai plus de nouvelles. Les gars, ils ont habité ensemble. C'est mon nom. Nos noms étaient sur le même bail. Vas-y, Gauthier. J'ai plus de nouvelles. T'as plus de nouvelles, c'est parfait parce que moi, j'en ai pour notre ami Laurent. Mais Laurent, garde, je vais t'en faire... Parce qu'il m'en reste 2, fait que je vais en faire une là. Tu vas en faire une, puis on va en faire une autre. Oui, c'est bon. J'en avais une pour Gauthier. J'en ai une pour toi. Tu connais ça, Limited Run Games, mon cher Laurent? De même, non. Une fois qu'on en a déjà parlé, c'est un éditeur de jeu qui va refaire des copies physiques, mais aussi des parts de vieux jeux en quantité limitée. C'est des beaux objets. Là. Fait que quand je dis des trucs physiques, là, des copies physiques, ils vont carrément refaire, par exemple, un jeu de NES en cassette NES. Puis c'est juste que c'est une nouvelle édition. Et là, ils ont comme teasé leurs fans sur Twitter récemment.
Parce qu'on va célébrer bientôt le 30e anniversaire d'une des plus grandes franchises importantes au cœur de Laurent, mais je parle ici de Jurassic Park, qui va avoir 30 ans. Et ils ont teasé, en fait, ils ont mis une photo d'une figurine de Samuel L. Jackson, son personnage dans le film, à côté d'une figurine de Vélociraptor. Et derrière, il y avait des copies physiques des jeux Jurassic Park au NES, au Super NES et au Game Boy. Donc, 2 copies de SNES puis Game Boy parce qu'il y a eu 2 jeux différents. Et on dit qu'en juin, on va avoir plus de nouvelles. Donc, il est fort probable que Limited Run Games s'apprête à sortir une réédition de ce jeu-là. Est-ce que ça sera physique? Est-ce que ça sera un port sur les nouvelles consoles ou plateformes? Ça, on ne le sait pas, mais il y a une collection qui s'en vient. Malheureusement, pour l'instant, aucun clin d'œil dirigé vers les jeux de Jurassic Park qui étaient sur la Genesis. Seulement sur malheureusement, Nintendo. mais il me semble que ceux-là, ils n'étaient pas super jouables non plus. J'espère qu'ils ont amélioré le gameplay parce que c'était pas le fun. Le Vélociraptor n'était pas facile à contrôler dans le jeu de Jurassic Park. C'est difficile à contrôler dans la vraie vie aussi. Fait que je pense que c'était ça le but. La vraie vie. La vraie vie, ça gonfle la face. Ben oui. Vous n'avez pas vu les films? Un petit clicker. C'était le petit sifflet là, en forme de leur cavité de crâne. Là, aussi, ça aide. Mais ceci dit, je trouve ça audacieux parce que bien qu'on se doute que c'est ça qui est arrivé, il n'y a jamais aucune scène de Samuel L. Jackson avec des dinosaures dans le premier Jurassic Park. Non, puis on a juste vu son bras, fait que peut-être que le personnage est encore vivant, tu sais. Ben, peut-être que tout ce temps-là. En même temps, ils l'ont laissé sur l'île puis ils sont pas revenus avant un petit bout. Fait que, en tout cas, à moins qu'il soit vraiment... Il a peut-être pogné un autre hélicoptère. Il a peut-être pogné un 2e hélicoptère. Finalement, c'était sur l'île du Docteur Moreau. Les kits du corps Crétacé, ils s'en sortent quand même vraiment longtemps. Ben oui, c'est ça. Sur l'île. Fait que peut-être que Samuel L. Jackson, s'il est un minimum débrouillard. C'est un scientifique en plus. Malgré qu'il n'ait qu'un seul bras. Ouais. Il tue des serpents aussi. Ouais, c'est vrai qu'il tue des serpents. T'es un informatique ou un scientifique ou un informaticien? C'est un informaticien, un technicien, c'est un ingénieur. Il faisait tout. Il était un one-man army. Par contre, d'après moi, s'il n'y a plus d'approvisionnement de cigarettes, il ferait pas long feu. Ouais, tu sais, les petites cigarettes qui tiennent au bout de ses lèvres alors qu'il parle. C'est ça, c'est très spécifique comme peut-être ça qu'il tient en vie, par exemple. Il est tellement fru par son manque de tabac qu'il est capable maintenant de puncher les raptors dans le gars. Moi, je dis qu'on a un comic book. Parce que si ce film-là n'existe pas, on peut faire ce comic book-là avec le personnage de Samuel L. Jackson. Il n'y a rien d'impossible. Fait que c'est ça pour les Minute Run Games. J'imagine que ça sera disponible prochainement. Encore une fois, est-ce que ce sera une sortie physique, une copie, plutôt un port? Est-ce que les jeux de la Genesis vont éventuellement faire le saut? Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas le prix, mais habituellement, les Minute Run Games, c'est pas non plus donné. Ils font des rééditions, mais ils font pas du remastering. Ce qu'ils font, en fait, c'est transposer le jeu sur des nouveaux formats ou des nouveaux formats de vieilles types de consoles. Donc, c'est pas du remastering. Là. Laurent, qu'est-ce que tu as? Après 19 ans, Deadline rapporte qu'il y aurait peut-être en chantier une suite qui commencerait à s'écrire du film Dodgeball, an Underdog Story. J'ai vu ça passer. Malade. Vous attendiez pas à ça. Non, hein? Je suis vendu déjà. Ouais. Vince Vaughn, qui était un des acteurs principaux du film original. Film original qui a rapporté 168 millions. Le saviez-vous? C'est vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour cette époque-là. Il en avait coûté genre 20, il a rapporté 168. C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu une suite plus vite. Très mystérieux. Quand tu l'as dit, je pensais au film Basketball, puis là, j'étais un peu déçu. Ah ouais. Ah non, c'est pas ce film-là, non. Mais je suis quand même... Je comprends que... Mais Dodgeball, c'était le fun aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'une suite à Basketball, ça serait le fun. Je le regarderais. Je serais plus confiant, mettons, qu'une suite à Dodgeball. Mais c'est ça. Vince Vaughn dit, ça fait un bout qu'il y avait des idées, mais qu'on ne sait pas si Ben Stiller il veut revenir ou pas. Fait que c'est comme, on dirait que vu que c'était l'autre co-headliner, ça penche dans la balance. Mais lui, il est prêt. Il y a un gars qui commence à écrire un script, il s'appelle Jordan Van Dien. Il a écrit une série qui s'appelle The Binge, que je n'ai pas vue. Je ne sais pas ce que ça vaut. Justin Long se dit prêt à revenir prendre son rôle, qui est Justin Long, qui est comme un peu revend dans les voiles, me semble, dans les quelques dernières années. Ouais, il a joué dans Barbarian. Puis
semble que je l'ai vu dans quoi d'autre récemment. Un autre film d'horreur aussi, mais que j'ai pas vu, où est-ce qu'il s'est invité dans un manoir, puis il se fait buter. Ouais, Tusk, c'est il y a très longtemps. Mais c'est pas ça qui l'a remis ça map. Non, c'est pas ça qui l'a remis ça map. Ça l'a peut-être même nuit. Voilà, fait qu'on sait rien d'autre que ça à date. Le gars qui avait réalisé le film original en 2004 s'appelle Rawson Marshall Turber. C'était son premier film. Il a réalisé beaucoup d'autres choses depuis, donc dont beaucoup de films avec The Rock dans les dernières années, c'est-à-dire Central Intelligence, Skyscraper et Red Notice, tous des films qui ont très bonne réputation. Oui, de très bons films. Oui, de très bons films, mais lui, tu sais, ça fait une couple d'années qui se dit ouvert à revenir, genre que ça serait peut-être le fun de faire une suite, peut-être une série, peut-être quelque chose, il est comme ouvert à tout, ou en tout cas, peut-être pas nécessairement à le réaliser, mais à s'en mêler. Peut-être, fait que who knows, fait que ceci existe, ça m'a fait penser que ça fait très long. Genre, c'est un film que je me rappelle que j'ai trouvé très drôle, mais j'ai aucun souvenir de. Genre. J'ai jamais vu. Il me semble que c'est un bon film de ces gars-là. Là. Ben c'est exactement la zone de film que j'aime, le début 2000, encore avec les relents des années 90 qui leur traînent aux pattes, puis c'est des fois très wrong par rapport au standard d'aujourd'hui. Fait que c'est un peu ma zone. Il me semble que ça s'inscrit dans justement cette période-là et ces acteurs-là, là, dans les genre Anchorman, Zoolander, dans des films genre un peu excessifs, mettons, là, de cette très mi-2000 comédie populaire hollywoodienne. Mais Seth Rogen est dedans, mais oui, il est dedans où il joue un caméo à un moment donné. Ouais, c'est ça. Ce genre de film-là. La seule chose dont je me rappelle de ce film-là, c'est que la chaîne de télévision sur laquelle les compétitions de dodgeball est présentée, c'est genre ESPN, The Ocho. C'est comme la 8e chaîne d'ESPN. Bonne. C'est quand même une bonne blague. C'est quand même drôle parce que la multiplication des chaînes fait en sorte que c'est pratiquement vrai aujourd'hui. Oui, ils doivent être rendus à ça. À peu près. Là, sinon, c'est comme des brands différents, des marques différentes, mais que c'est le même consortium, c'est la même personne qui check le chèque de paye. Hey, j'avais une nouvelle pour Gauthier, j'avais une nouvelle pour Laurent, et vous l'avez deviné, j'ai maintenant une nouvelle pour moi. Je suis désolé, Simon, j'ai rien pour... non, c'est pas Ghostbusters, mais quoique... Star Trek? Non. Doctor Who? Non. Ben là, comment, gars? Star Wars. Et voilà. On avait gardé pour la fin. On avait appris l'année passée que Damon Lindelof, qui a été scénariste sur Lost, qui a créé les séries Watchmen, je pense The Leftovers, c'était lui aussi, si je me souviens bien, avait rejoint un story group, donc c'était une série de personnes clés au sein de Lucasfilm, pour écrire un nouveau film de Star Wars qui se passe après Rise of the Skywalker. Parce que vous aimiez pas la nouvelle trilogie ou pas, c'est pas de ça que je voulais vous parler, mais ça restait que leur timeline s'arrêtait là pour Lucasfilm, puis en ce moment ils sont dans une espèce d'effort de consolidation avec leur nouveau film et leur nouvelle télésérie, leur comic book. Veut pas, il fallait faire à un moment donné un pont vers ce qui se passerait après Rise of Skywalker, et c'était le mandat que Lindelof avait à accomplir. On savait déjà même qui était le réalisateur, c'est un certain Charmen Obaid-Chinoy qui avait réalisé 2 épisodes de Miss Marvel. Et là, en mars dernier, on apprenait que le scénariste n'était plus sur le projet, qu'il avait quitté en fait le projet. Mais il y a une petite correction qui s'est faite récemment d'une entrevue avec lui dans le Esquire. Et il l'a déclaré, et puis ça fait mal quand même parce que, quoi qu'on pense du gars, il a l'air assez sympathique. Moi, je l'ai vu plusieurs fois en entrevue, puis c'est un passionné. Il a dit, j'étais plus qu'en pourparlers pour rejoindre l'univers de Star Wars. J'avais rejoint l'univers de Star Wars et on m'a demandé de quitter l'univers de Star Wars. Donc, ils l'ont poussé out de son propre projet, qui était une suite après Rise of Skywalker. Et quand Disney a annoncé la sortie de 3 prochains films stand-alone, donc uniques, pas des trilogies qui s'en venaient dans le futur, et on a confirmé un film qui allait se passer après les événements de Rise of Skywalker, ben, le nom de Lindelof n'était pas associé à ce dit projet parce que il avait été finalement tassé. Ça avait été annoncé à Rob Celebration. Et ben c'est ça. Fait que c'était juste pour une petite mise à jour concernant le type, mais il dit qu'il espère éventuellement revenir, être réinvité dans le clubhouse des cools, qui sera partant si la porte est toujours si elle est ouverte ou si elle ouvre à nouveau dans le futur. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter avant qu'on se lance dans la bande dessinée, messieurs?
Moi, je vais garder la Mada pour la semaine prochaine. Ouais, le show commence à être long. Ouais, ça va être trop long. On n'aura plus de temps. OK, ben juste avant de prendre une petite pause pour nous ici à la maison, je vous rappelle qu'on a un Patreon. Patreon qui est une plateforme essentielle à l'existence des Mystérieux Étonnants et de ses spin-offs. Sans la contribution de nos auditeurs-auditrices, on ne peut pas exister et je ne peux qu'insister là-dessus. Là. C'est sûr qu'on doit mettre la clé dans la porte parce que ça coûte quand même plus un bidou, ça paraît pas, mais il y a du matériel de temps en temps qu'il faut qu'on achète. Il y a des systèmes dont la plateforme qu'on utilise en ce moment pour streamer, enregistrer, qui coûte quand même de l'argent. Donc, si vous voulez nous aider financièrement, si vous pouvez le faire pour 1 mois, 2 mois, on vous invite à aller sur mystérieuxétonnant.com ou Mystérieux Étonnant. Vous cliquez en haut à gauche sur le bouton « Faire un don ». Ça vous amène vers Patreon. Et moi, je suis le premier, là, quand je rentre sur une nouvelle plateforme ou un nouveau service, à me cogner littéralement la tête sur la table, à pas catcher ce qui se passe parce que je trouve ça compliqué puis j'ai donc peur de mettre ma carte de crédit. Patreon, c'est vraiment simple. Vous pouvez donner pour 1 mois, 2 mois, arrêter quand vous voulez, revenir. Il y a quelqu'un récemment qui avait arrêté depuis un bout, il est revenu dans le Patreon et en échange d'une contribution qui est celle d'un café par mois, vous faites en sorte qu'on existe et vous avez accès à du contenu exclusif dont le podcast Terre humaine chez Isidore, animé par Simon Chénier, Étienne Forêt et Gabriel Zacolard, que vous avez traîné là-dedans. Je ne sais pas si ça trippe, mais en tout cas, elle a l'air un petit peu à souffrir, qui est dédié à la télésérie québécoise Terre humaine, très spécifique comme sujet, mais ça développait un intérêt. Donc, peut-être éventuellement un reboot pour Terre humaine, qui sait? Hein? Une nouvelle tourbe. Terre humaine, une nouvelle tourbe. Hein? Ça pourrait être ça. Si à cause qu'il y a un podcast, il y a un reboot, là, wow. Ben, si c'est à cause de ça, vous allez avoir des caméos avec, dans une des séquences, ça, c'est certain. Moi, aujourd'hui, j'ai appris de la bouche de notre ami Guillaume Dupuis, notre podcast cousin Décidéré, qu'il était supposé avoir de l'inceste dans Terre humaine, mais qu'on a changé d'idée, qu'il n'y avait pas d'inceste. Ah, bon, ben c'est des factoids comme ça que vous apprenez. Une chose qu'il avait lui-même appris en écoutant Terre humaine chez Isidore. Bon, regarde, c'est des choses que vous apprenez en écoutant le podcast. Il est également disponible sur les différentes plateformes de podcast Terre humaine chez Isidore, mais les nouveaux épisodes sont disponibles en exclusivité sur Patreon. Ouais. On vous donne aussi Bifurcation, qui est un podcast que je fais avec 2 de mes amis, Rémi Fréchette et Guillaume Saint-Cyr, qui fait aussi Opération Beurre de Cinoche avec notre ami Julien Bernatchez sur une station dont j'ai oublié le nom. Et donc, là, on a enregistré en fin de semaine notre cycle, 2 nouveaux épisodes sur Lynch. On a fait Dune. Fait que finalement, j'ai compris les jokes de sexe centrique de Simon par rapport à Sting dans le film. Ça fait longtemps qu'il en faisait, puis là, j'ai compris. Et j'ai pas compris, par contre, pourquoi ils ont fait des figurines de ce film-là. Ça, c'est autre chose. Ouais. Et on a parlé de... c'est pour les enfants, non? Les enfants qui ont trippé sur Dune. Ouais, sur le il y avait des grandes espérances en matière de produits dérivés. Oui. Il y avait quelqu'un qui, quelque part, qui voulait justifier sa job dans le département marketing, ça, c'est certain. On va faire comme Star Wars. Exactement. Bonne chance à tous. Donc, on a parlé de ça. On a parlé aussi de Blue Velvet. On s'est fait un buffet. On s'est fait un brunch and Lynch. Fait qu'on on s'est fait un déjeuner puis on a parlé de Lynch. Donc, c'est 2 épisodes, dont le prochain qui s'en vient cette semaine sur Patreon, donc vous allez pouvoir l'écouter. On a aussi Noël Chizdar qui sort des épisodes dédiés au temps des fêtes de temps en temps. On a aussi Tarkaiju qui, là, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais une 3e saison qui avait été entamée sur les grosses BD qui se tapochent. On en a fait un vendredi, donc bon. Ça devrait... Bon, ben, tout le monde a vu Jake vendredi, sauf moi. C'est genre, tout le monde a vu Jake dans les 3 derniers jours. Moi, il me répond même pas. Fait que, en tout cas. Répondre, ça, il est pas super bon. Non, c'est ça, genre, Jake, je suis pourchassé par 2 tueurs, vite, il faut que tu m'aides. Vu. Ouais. Puis il répond. Donc, tout ce beau stock-là est rendu possible grâce à vous. Merci tous ceux et celles qui le font. Merci parce qu'il y a eu une pause pendant un bout de temps de contenu à cause de mon pas de job. Et là, j'ai une job, donc on va recommencer à faire du contenu. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music et en archive, plus que les 300 derniers épisodes sont disponibles sur notre site Internet en intégralité. On est sur Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. Et je vous rappelle qu'en échange de votre contribution Patreon, vous avez accès au Discord. C'est l'Internet, mais sans trou de cul. C'est une belle communauté. On écoute des films la fin de semaine, des fois la semaine aussi. Puis on échange des articles, on jase. Ne soyez pas gênés si vous venez sur la plateforme. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Il y a des gens qui se connectent, des fois, écoutent le film, puis ils répondent pas. C'est bien correct. Donc c'est vraiment une très belle communauté qu'on espère voir le vendredi 26 mai au Patrovis, ici à Montréal, au 356 Montréal-Est, pour la 800e des Mystérieux Étonnants organisée dans le cadre du FBDM, Festival BD Montréal 2023. Donc, la vente des billets se fera bientôt en ligne et à la porte. Je vous invite à acheter en ligne parce que j'imagine qu'à la porte, ça risque de se vider.
peut-être pas, mais j'essaie de créer un hype. L'information vous sera partagée quand je l'aurai. Donc, éventuellement, sur les différentes plateformes, je vais vous dire quand les billets seront en vente et je vais les mettre en exclusivité sur Patreon et Discord, mais genre 2 minutes avant. Juste 2 minutes. Fait qu'achetez votre billet assez rapidement. Ça sera 12$. On se revoit dans quelques instants. On revient avec la BD de la semaine, Jodette and the Graven Image. Et je vais vous rappeler que c'est Gauthier qui l'a suggéré. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée disponible chez Dark Horse Comics, Jodette and the Graven Image par Benjamin Shipper, qui a il a réalisé la BD. Oui, Benoît, il a réalisé la BD. Il a dessiné et il a scénarisé l'histoire qui nous a été suggérée par Gauthier Langevin, qui, je découvre, n'avait pas lu la bande dessinée avant de la suggérer. Ça arrive. On fait tous ça. Et on fait tous des erreurs, l'erreur est humaine. Mais tu vas quand même payer parce que c'est toi qui vas résumer. Gauthier! OK. Pour vous mettre en contexte, c'est que je suis tombé sur cette bande dessinée-là pendant le Festival de BD de Québec. Parce que j'étais à côté de la librairie première issue, puis il y avait une copie, puis j'ai feuilleté comme ça au hasard. Puis c'est un look un petit peu mignoleur, très mignoleur, assez sombre, avec des grosses masses de noir. C'est très beau. Superbe. Mais voilà. Donc, l'histoire de la bande dessinée, c'est l'histoire d'un cowboy / gravedigger qui arrive dans une ville. Oui. Si vous n'avez pas... qui arrive dans une ville où un méchant a, à l'aide d'une contraption qui ressemble à un appareil photo, exécuté pas mal l'entièreté d'un village, sauf un bébé qui l'a kidnappé par la suite. Donc, le cowboy en question, qui est le héros de l'histoire, se fait apostropher par une espèce de divinité locale / statue au milieu de la place publique du village qui lui donne comme mission de récupérer le bébé. Puis lui, en fait, ça ne tente pas tant. C'est un anti-héros. C'est un anti-héros qui, je sais pas, il est un peu apathique. Puis, par contre, en lui vit une petite créature bleue qui est comme un insecte, qu'on découvre que c'est un insecte à un moment donné dans la bande dessinée. Puis tout le monde semble être habité par ces genres de petites créatures-là. Puis cette petite créature-là, lui, il est comme son espèce de compagnon d'armes, genre de son Jiminy Cricket. D'assistant, son Jiminy Cricket. Ouais, fait que c'est lui qui réussit finalement à le convaincre de partir à la recherche du bambin disparu. Et puis, au fil de sa recherche, sa quête, Joe va croiser différentes personnes / créatures qui vont se mettre sur son chemin, dont un gardien de pont et son sbire. Plusieurs groupes de sorcières, plus malfamées les unes que les autres. Et tout ça est entrecoupé de flashbacks qu'on n'est pas tant sûr si c'est le passé de Joe ou d'un autre personnage. Mais je pense que c'est le passé de Joe. Et puis la fin est vraiment confuse, mais là, on spoil au Mystérieux Étonnant. Donc, on comprend que le bébé a été retrouvé. Ouais, on le voit pas quand, par contre, mais il est là. Ouais. Puis, l'attrait principal, en fait, c'est que là, vous venez de comprendre que c'est confus. Hein? L'histoire est confuse. Puis, une des grosses raisons pour ça, c'est que c'est écrit de manière très empoulée, à la limite du vieil anglais d'un fois. Puis, à travers tout ça, si on n'est pas hangover, puis qu'on se force quand même un peu, je pense qu'on est capable quand même d'apprécier la richesse de l'écriture et des belles réflexions quand même philosophiques sur la morale, mais pour moi, c'est ça n'a pas fonctionné. J'ai quasiment envie d'être maso puis de la relire. Mais c'est ça. Je vous laisse en parler avec moi. On va faire un petit tour de table rapidos. On va commencer par Simon Chénier. Vos appréciations rapides avant de rentrer dans le vif du sujet. Tu semblais retenir un rire, Simon, quand Gauthier a parlé de morale.
De morale et philosophique, ouais. Non. Je dirais, c'était un beau voyage que je n'ai pas compris ce que j'ai vu. Bien dit, bien dit. Et c'est quelque chose que j'aurais... tu sais, je le lisais, puis tout ce qui me venait en tête, c'est ça serait un beau film d'animation. Mm-hmm. Plus ésotérique, et role, puis les années 70, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ça aurait été le fun, j'aurais pu m'endormir là-dessus facilement. Tandis que là, il fallait que je le lise, puis j'ai absolument rien compris ce qui se passait. Tu dis que c'était un cowboy, puis moi, à un moment donné, pendant la BD, j'étais comme, attends, là, c'est-tu fantastique? C'est-tu médiéval? C'est un peu un mélange des deux. Ouais, c'est médiéval, cowboyesque. Ouais. C'est un monde inventé. Ouais, c'est sûr. Merci, Simon. Laurent. Eh là là. Toi, t'as aimé ça, espèce de hipster? Ben... Non, mais je comprends ce que Gauthier il veut dire parce que moi aussi, j'ai le goût de la relire. Mettons, tout le long, j'étais comme... Tu sais, c'est ça aussi, là. C'est du fait qu'on fait un show. Ouais. Puis qu'on a un deadline, puis genre, j'étais super occupé cette semaine, j'ai lu cette BD-là en genre 8 shots différentes, là, puis comme sur des outils qui sont pas faits pour lire de la BD, puis je suis comme... Hey, je peux donner ma tablette, j'ai une petite tablette de plus, je vais t'en donner. Ah, ben écoute, si elle a réussi encore à downloader... Yep, montrer comment. En tout cas... On est à portée, là, on va faire ça. C'est ça, ouais. Mais c'est ça, j'étais constamment genre en mode de genre je pense que je suis supposé aimer ça, mais là, j'ai pas la tête à ça, je suis super mêlé, qu'est-ce qui se passe, c'est qui eux, qui fait que ultimement je m'en crisse. Tu sais, comme... Non, mais c'est parce que rendu à la fin, tu sais, comme plus ça va que tu comprends pas, moins tu as le goût de comprendre, mettons. Fait que j'ai vraiment un feeling de genre, comme... C'était pas les bonnes circonstances, je sais pas si je peux aimer ça, mais on dirait que je devrais, en quelque part, tu sais. Parce que, en même temps, je trouve la proposition... rafraîchissante, originale, le dessin la présentation est incroyable parce qu'on dit que ça fait Mignola, mais je trouve que ça fait comme si Algofa faisait du Mignola maintenant. Oh shit, ça me fait penser à ça aussi. Ah oui, c'est vrai, wow. L'atmosphère est Mignola, mais le dessin, pas tant que ça, c'est comme quelque chose de plus libéré, puis je trouve ça super intéressant, c'est comme, en tout cas, fait que il y a un potentiel, je pense qu'il y a un potentiel dans l'univers aussi, il y a comme de quoi aussi, là, de le monde alternatif des insectes qui se mettent au capitalisme, que là, ça dégénère, je pense. Ouais. Ça, c'est ça, il y a vraiment de quoi... Il y a vraiment comme... je respecte là, qu'il crée son univers puis qu'il y a du world building, mais ça y prendrait pas nécessairement un co-scénariste, mais quelqu'un à venir débroussailler, là, passer le taille bordure dans son écriture. Ouais. Parce que là, c'est trop... C'est hermétique. Travailler les ellipses. Bon, c'est super hermétique. Travailler la présentation des ellipses, c'est ça. Ouais. Toi, Gauthier, tu as parlé de la BD de façon générale, mais ton appréciation rapidement, c'est quoi? Ben, j'ai vraiment trippé sur l'art, puis je pense que la comparaison de Algofa qui fait du Mignola, c'est vraiment bon. Ouais. C'est vraiment très bien vu, puis c'est ça, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé me faire surprendre, mais j'aurais vraiment aimé ça plus comprendre. Ouais. Puis c'est peut-être parce que je suis pas bon ou pas assez bon en anglais, parce qu'il y a vraiment des tournures de phrases quand même assez... Tu sais, c'est une BD qui est ardue, tu sais. Fait que c'est peut-être à cause de ça, tu sais, qu'on n'a pas compris. J'essaye de donner comme la chance au coureur, mais c'est pour ça que je me dis, peut-être que c'est une seconde lecture, peut-être que ça va être lors d'une traduction française que, tu sais, je vais comme plus comprendre, mais pour l'instant, gros sentiment de frustration parce que, tu sais, très belle œuvre, très attirante, avec un concept quand même original, intéressant, surprenant. Mais, puis ça, c'est plate que ça... Puis c'est ça aussi qui me frustre, c'est que tu sais, des propositions comme ça qui sont super originales. Chez Dark Horse, par exemple, donc chez un gros éditeur, tu sais, ça milite pour quelque chose. Là. On milite donc pour un nouveau type de bande dessinée originale. Puis t'es comme, Chris, prenez votre temps pour bien le faire parce que vous faites tellement mauvaise publicité pour quelque chose de nouveau que vous voulez faire à l'indie. Ou tu sais, puis là, c'est même pas... Tu sais, c'est comme à mi-chemin. Tu sais, c'est comme un truc un peu hybride. Tu sais, c'est vraiment frustrant de voir que
justement, quelque chose d'original comme ça est aussi, semble, du moins à première vue, aussi confus, puis faire mauvaise presse, justement, à l'originalité, tu sais. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Je suis pas mal à la même place que vous autres par rapport à l'appréciation de la bande dessinée. J'ai l'impression que j'assistais à quelque chose que je devrais comprendre, puis que tout le monde autour de moi regardait et applaudissait. Puis moi, j'applaudissais parce que je pense que j'aime ça, mais en même temps, je suis pas sûr de ce qui est en train de se dérouler devant moi. Puis, tu sais, l'image d'avoir un sac qui se remplissait de pierres au fur et à mesure que j'avançais puis que je devais traîner, là. C'est le feeling que j'avais. Tu sais, c'est pas que je la trouvais pas intéressante, la route, mais à la fin, j'avais trop de pierres dans mon sac, puis ça devenait extrêmement fastidieux. J'étais fâché contre la BD. Puis pourtant, tout sur papier était là pour que j'aime ça. L'inspiration un peu Miliona. Chevalier, des cowboys, un monde imaginaire complètement créé où est-ce qu'il y a de la magie, il y a une mythologie qui est vaste. J'aime quand je lis du Mignola, quand je lis du Hellboy, on joue beaucoup avec l'espèce de notion d'ellipse. Qu'est-ce qui est figuré, qu'est-ce qui est une vision. Par exemple, Hellboy peut faire quelque chose, puis on va avoir un plan rapproché sur une créature, mais cette créature-là n'est pas là, elle n'est pas dans le même cadre que lui, et est en train d'être prescient, de regarder ce qu'il fait de loin. Il y a tout un travail avec le langage de la bande dessinée que Mignola contrôle. Puis il faut que tu sois quand même assez attentif pour l'apprécier. Puis j'avais pris mon temps, je vous envoie tout le temps la BD le lundi soir pour être certain que vous ayez le temps de la lire. Puis je l'ai lu, puis man, je trouvais ça dur d'avancer. J'ai l'impression d'avancer dans de la mélasse. Puis quand je pensais comprendre ce qui se passait, tout de suite après, il y avait un autre élément qui semblait contredire ce que je croyais. À un moment donné, Joe, je pensais que ça s'appelait pas Joe. Il y a un autre nom. Je me dis, il y a un surnom. On l'appelle Bone. Es-tu un extraterrestre? Es-tu mort? Est-ce que c'est un genre... C'est un chien? C'est un chien? C'est un sac d'os? C'est quoi, un genre de machine? Mais... Ouais, ça, c'est une autre forme alternative qu'il y a eu. Il a l'air d'avoir des humains, mais aussi une genre de race. Des géants. Moi, je pensais des démons, mettons. Il y a des démons, ça, c'est sûr qu'il y a des démons. Genre une famille d'êtres fantastiques, mettons. Ben, il y a le cowboy qui a volé le bébé qui semble avoir qui est important, que tout le monde veut avoir. Moi, je l'ai interprété comme quelqu'un qui était possédé par un genre de démon. Mais comment Joe récupère le bébé et quand même lui, il trouve sa fin? Je ne l'ai pas vu, je le comprends pas. Sûrement que ça m'a été montré, mais c'est trop sous-entendu. À un moment donné, il est allié qu'une sorcière ou quelqu'un qui chasse les sorcières plutôt. Ouais. Elle est possédée à un moment donné, elle? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle disparaît, elle s'en va, elle a autre chose. Hein? Ils ont-tu gonné le bébé à la fin? Ils ont-tu gonné le bébé à la fin? Moi, je pense que oui. Peut-être que c'est ça. Oui. Mais le petit gars, lui, c'est qui? On sait pas. Puis Joe, à un moment donné... Attends, moi, je pensais que c'était le petit gars qui était qui était possédé par le voleur de bébé. Parce qu'à un moment donné, lui, il y a quelqu'un qui dit, genre, ton host, genre, il est en train de se revirer contre toi, genre. Puis là, c'est pour ça qu'il cherche un nouveau corps, d'où peut-être qu'il va finalement posséder le bébé puis pas le donner à la sorcière. Fait que je pense que c'est ça, mais honnêtement, je me mets pas ma main au feu, là. Ah non, la réalité, c'est que moi, j'étais tellement confus à la fin. Le langage aide pas, mais le langage visuel aussi de la BD aide pas. Quand je parlais d'une job d'ellipse, il y a une manière de faire comprendre à ton lecteur ou ta lectrice, puisqu'on a un certain ordre, qu'est-ce que tu veux dire. T'sais. Il y avait des choses là, au niveau des transitions, là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je trouve que c'est une BD qui a de la qualité. Tu le vois, regarde, les 4, on le dit. On le voit qu'il y a de la qualité dans cette bande dessinée-là, mais malheureusement, on dirait qu'il n'y a pas eu de job d'éditeur où l'éditeur était comme... Ouais, tu peux peut-être comme mettre ça pour que... Non, regarde, c'est comme ça que ça va. OK, c'est beau. Tu sens pas qu'il y a eu... Ou peut-être qu'il y a eu, je sais pas là, la relation qu'il y a eu, là, mais il n'y a pas eu de travail à ce niveau-là, j'ai l'impression. À moins que c'est exactement ce qu'il voulait présenter, je ne sais pas, mais... La sortie a été repoussée d'1 an, fait que je pense que déjà, ça part. C'est assez... Ça veut dire qu'il y a eu une job d'édition puis qu'on partait de vraiment loin, peut-être. Ou qu'il était vraiment en retard. Ou qu'il y avait des conflits avec l'équipe éditoriale. Surtout que là, de la façon qu'il laisse une note à la fin de la bande dessinée, ça sous-entend que probablement il va continuer à faire les aventures de ce personnage-là, mais il va l'éditer lui-même ou ailleurs. Ouais. Donc, c'est comme ça comme ça, je l'ai compris, là. En tout cas, moi, je pensais qu'il disait achetez ça, merci d'acheter ça, puis parlez-en à vos amis, sinon il n'y aura pas de suite, genre. Ben, il y a ça aussi, mais moi, je l'ai interprété comme étant, tu sais,
peut-être que cette BD-là va avoir lieu à... En tout cas, je sais pas. Ouais, là, ça ça file un peu comme ça. Ben, écoute, c'est sûr que... Puis, question pour vous autres. Vu l'accueil mitigé. Ouais. Joe Odette, là, ou Joe, whatever, quand initialement, il veut pas aller pourchasser le bébé, right? Ouais. Puis là, il croise deux espèces de madames, des banshees qui prennent en otage une madame. Puis Ouais. c'est elles, les banshees, qui le forcent à courir à aller chercher le bébé. Mais lui, il retourne jamais les voir. Fait que c'est quoi non, ça? c'est sa petite créature qui va les voir. Mais elles veulent pas retrouver le bébé, elles veulent donner la petite boîte à la sorcière. La petite boîte bleue. Oui, parce que c'est la statue du village qui veut qu'on trouve le bébé. Ouais. Mais qui est un genre de démon. Si j'ai pas compris ça Aussi, pas en genre... tout, man. J'ai rien compris de ça. J'ai rien compris de ça. Ouais, faut qu'il aille voir une autre sorcière pour y donner une boîte, un cadeau. La petite sorcière de la fin, là. Oui, pas mais... une sorcière, qui non, est non, comme mais... une nouvelle sorcière. Oui, je suis d'accord. Mais les deux banshees, là, Ouais. la petite mouche, moi je l'appelle la petite mouche, OK? Ouais. Elle va les revoir. Ouais. Pour leur dire quoi? Que la boîte a été donnée à la sorcière. Puis là, elle libère la madame qui était sur leur otage. Je l'ai pas vu ça. Je pense que oui. Mais non, mais c'est pas montré. Il dit juste à sa petite mouche, va le faire ça. Puis genre, elle fait OK. Puis elle y va. Ah, puis ramène-moi du whisky, c'est ça? Ouais. Non, ça c'est c'est une deuxième shot. J'avais même pas compris que c'était un insecte. Là. Ouais, il parle juste une autre créature. Hein, mais je l'aime, ce personnage-là, parce qu'il me fait beaucoup penser à la mouche, justement, dans les Rangers du risque. Là. Elle est bleue, pas des gros yeux comme elle. Mais, tu sais, moi... À un moment donné, il trouve une société de mouches comme lui. Une communauté, qui est en train de... Ça mène à rien, right? Non, ça mène à rien. Il essaie de l'expliquer en disant comme il y a un grand rebrassage de cartes dans les forces du mal, genre. C'est comme. Oui, mais là, c'est ça. Attends, moi, ce que j'ai compris, c'est que les mouches sont en train de switcher de mindset. Ouais, alors que ça leur a jamais parlé, là, ils sont soudainement intéressés par l'argent et le pouvoir. Puis les titres. Puis que là, quelqu'un, probablement une sorcière en quelque part, parce qu'il y a plein de ça, leur a promis argent et pouvoir, puis là, ils virent capitaliste. Batshit crazy par l'appât du gain. Puis que là, la mouche, elle s'en va en paniquant en se disant est-ce qu'on est dans la merde? On n'a jamais comme. Puis tout le monde veut une place à la table, hein? Puis on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. C'est comme un congrès, un genre de. Le consortium. Boss Western, c'est quoi qu'ils vont faire? Je sais pas. On parle d'un consortium qu'on ne connaît pas non plus. C'est ce que je trouve qui nuit, jusqu'au moment où est-ce que Joe part à la chasse du bébé, là, qui poursuit le gars qui l'espèce de démon qui l'a kidnappé, je trouve que ça fait du sens. Je comprends l'histoire. Comme tu disais, le langage est empoulé, mais je suis capable de suivre. Le problème, c'est qu'après, l'auteur est constamment en train d'ouvrir des portes sur de la nouvelle mythologie, puis d'introduire des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, ils font référence à des choses qu'on ne connaît pas en tant qu'humain qui vit en 2023 sur la planète Terre. Des genres de flashbacks qu'on sait pas si c'en est. Plein de shit. Ça, comme, fait que t'es comme, finalement, c'est comme Ryan's Babe, mais hey, oui, c'est vrai. C'est vraiment ça. Ouais, mais j'ai eu plus de fun avec Ryan's Babe. C'est ça s'écoute mieux en gang. Hein. Je veux juste que ça avance, esti. Je veux pas comme. Arrête de me donner de la. J'ai l'impression que c'est comme si Frank Herbert, quand il avait écrit Dune, il avait fait de la coke juste avant. Genre. Il était check bien ça, tabarnak. Il avait tout mis dans un livre. Ah, man, ouais, c'est ça. C'est moi, ça m'a rappelé quand j'ai essayé de lire Dune. OK. Puis que je savais pas. C'est un espace, un concept ou un personnage? Ouais. C'est ça. C'est vrai que c'est ça aussi quand tu commences Dune. Il te drop des affaires qu'il va t'expliquer 50 pages plus tard. Fait que c'est peut-être ça notre problème. Peut-être que tout ça va faire beaucoup de sens quand on va avoir lu 5 trades de ça puis qu'on va les relire après. C'est un gros si, ça, par contre. C'est un gros investissement. Mais moi, ça me surprend, Laurent, que tu n'as pas plus apprécié parce que ça m'a beaucoup fait penser à la BD d'espace qu'on a lu récemment avec le gars qui, dans les premiers numéros, mange la bouffe de l'espace puis finalement, ça a complètement battu crazy. Tu te rappelles ce que je disais aussi, c'est j'ai rien compris, mais je l'aime cet artiste-là. Ouais. C'est un peu ça qui se passe. C'est ça qui se passe avec ça. Ouais. C'est genre, puis tu sais, c'est tout le temps, je suis comme, j'ai envie de travailler pour aimer ça, tu sais. J'ai pas les... Ouais, c'est ça. C'est pas facile. Mais tu sais, quand il faut que tu lises une BD avec un dictionnaire, là, anglais-français. Non, mais c'est moi, la langue m'a pas tant dérangé. Tu sais, je comprenais les mots, je comprenais juste pas. L'assemblage des mots. Exact. Comme quand tu lis The Road en français. Ouais.
On y revient toujours. À un moment donné, je lis, tu commences à lire, puis tu fais, OK, il y a comme des expressions que le vieil anglais. Puis là, à un moment donné, c'était comme, OK, non, il parle en prose. OK, là, non, il parle pas en prose. C'était comme à chaque fois que j'essayais de comprendre le langage et ça marchait pas. Ouais, je pense que j'aurais pardonné. Non, mais je suis pas mécontent de l'avoir lu en plus, la BD. Hein? Je suis pas mécontent de l'avoir lu. Je trouvais ça tough. Mais je la trouvais super belle. Moi, le design, tu sais, la façon qu'il présente l'énergie, par exemple, quand il y a une épée, là, Joe, quand il la sort de son fourreau, là, l'énergie est à la fois en pic-pic, puis c'est des petites mains, style de cartoon. C'est super beau, c'est vraiment malade. Je comprends pas ce qu'il fait avec, mais c'est super beau. Ouais. Moi, au moins, dans tous les cas, c'est sûr que c'est un artiste que je vais checker. S'il fait d'autres choses ou quelque chose, là, je vais comme au moins jeter un coup d'œil parce que j'ai beaucoup aimé son style. Oui, également. Combinez-le à un auteur peut-être plus conventionnel, en guillemets, ça pourrait être pas pire. Ça. Petit scénariste, là. Je le verrais très bien faire des spin-offs de Hellboy. Il est déjà dans la maison d'édition. Il est dans Dark Horse. Fait que ça pourrait être un style qui se marie très bien à Mignola. Ou à l'univers de Mignola. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant de se laisser? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. On a parlé beaucoup moins en beaucoup moins de temps qu'on a pris pour lire la BD, ça c'est certain. Oui. On a dit moins. Est-ce qu'on la conseille? La question avant de se laisser. Non. Pas moi. Si vous trouvez ça beau puis que vous êtes prêt à avoir une... Tu sais, ça se peut. Là, moi aussi, des fois, je regarde des films que je comprends rien, mais que la ride est le fun, mettons. Ça se peut. Là. Je pense qu'il y a un bon potentiel. Mais sachez que ça ne sera pas facile. Exact. Ça va être un travail. Moi, je dis oui juste pour l'art. Ouais. Juste pour l'art, pour l'instant. Pour ça. OK. Hey, merci tout le monde. Merci les gars. Merci Gauthier. Merci Simon. Merci Laurent. Merci à vous à la maison. Ben, ça fait plaisir. On se voit la semaine prochaine. Mais en entre-temps, je vous rappelle de garder un œil sur les médias sociaux des Mystérieux Étonnants parce que bientôt sera en vente les billets sur Internet pour notre 800e live devant public, la première fois en 3 ans, plus de 3 ans, un live devant public de cette ampleur. Donc, le vendredi 26 mai, dans le cadre du FBDM à 21h au Patrovis 356 Montréal-Est. Achetez les billets en ligne quand ça sort, parce que j'ai l'impression que ça va peut-être se vendre vite. Puis il y en a d'autres qui seront disponibles à la porte la journée même. Mais je vais vous donner l'information au compte-gouttes. Quand ça sort, je le mets partout. Mais en premier sur Discord puis Patreon. C'est correct? Parfait? C'est bon? Entre-temps, faites attention à vous autres. Allez vous faire booster pour être en forme pour la 800e. Et on se dit à la semaine prochaine. OK, bye-bye. Ciao. Bye.